Espace Miné de lundi à vendredi 10h, 11h52. Le triptyque n'a pas changé. Analyse, commentaire, mais également décryptage. Ce matin, nous marquons un arrêt significatif sur la dernière nouvelle et certainement une nouvelle un tout petit peu triste à l'endroit des nombreux consommateurs d'électricité au Cameroun. La société en charge justement du peuple camerounais. On essaiera de commenter afin de comprendre ce genre de phénomène dans un pays pauvre et très endetté. Dans le cadre toujours de ce programme, je vous amènerai du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo Basson est confortablement installé. Il vous livrera comme d'habitude la dénonciation du jour, sans oublier que c'est lui le sucre national. Parce que vous regardez Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence par accueillir ses amis et qui nous font l'honneur et l'amitié de venir nous dire une fois de plus bonjour ce matin. Je commence par Bernard Owona. Bernard, bonjour. Bonjour parfait, bonjour aux co-discutants et merci pour l'invitation. Je m'en voudrais si je ne profitais pas de mon passage ici sur ce prestigieux plateau pour féliciter tout le top management de votre chaîne. La chaîne qui monte et qui est régulièrement regardée aujourd'hui à travers le pays. Je vais parler de l'étranger parce que là-bas c'est autre chose, mais pour le cas du Cameroun, les gens regardent de plus en plus Info TV et particulièrement l'émission Espace Miné. Merci. Alors, je suis venu, j'ai hésité parce qu'il faut l'avouer, aujourd'hui c'est difficile de venir parler à la télé parce que tout est compliqué. Comment ça? C'est très compliqué quand tu vas à la télé. J'ai beaucoup d'admiration pour ton consultant et ton invité permanent. C'est des téméraires et beaucoup d'autres personnes qui passent sur d'autres chaînes à longueur de journée pour essayer d'apporter un son de cloche qui permet de changer ce pays. C'est très difficile. C'est vraiment difficile pour toutes ces personnes. Donc j'avoue qu'on doit leur tirer un coup de chapeau. Et je tenais à vous féliciter pour le travail qui est fait ici. Merci Bernard Owona. Il faut dire que Bernard Owona, c'est un grand frère dans le monde de la presse. Il est directeur de publication du journal La Vitrine. Il faut également dire à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs qu'il avait été de la toute première vague, sauf si je me trompe, du Conseil national de la communication au Cameroun. La deuxième vague 10 ans. du Conseil. Oui, 10 ans au Conseil sous feu Félix Sabaleko et feu Monseigneur Joseph Befeu à Tiba. C'était un autre conseil à l'époque, différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, on punit plus qu'on ne recycle, qu'on ne conseille, qu'on ne réoriente, on recycle les journalistes. Je crois que c'est mieux aussi, au lieu de punir seulement, il faut apprendre aussi à accompagner les journalistes, accompagner les entreprises de presse ou ce qui en tient lieu, pour qu'elles soient capables quand même de donner notre visage, parce que ces entreprises-là sont totalement engluées dans une précarité qui fait pitié. Déjà, même quand vous voyez ce que le gouvernement apporte aux entreprises de presse, le gouvernement appelle lui-même ça aide publique à la communication privée. Et vous savez à qui appartient, à qui on donne l'aide. L'aide, c'est aux nécessités, aux indigents. Et donc, vous voyez ici, le gouvernement même classe sa presse privée à la catégorie d'indigents et de nécessiteux. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et le résultat, c'est celui que vous voyez. Est-ce que vous n'appréciez pas l'honnêteté du gouvernement camerounais? Le gouvernement sait très bien que la presse privée est dans l'indigence, est dans la précarité, dans la misère totale. Donc, le gouvernement ne veut pas tricher. Non, le gouvernement ne peut pas donner l'opportunité à la presse d'être capable de se déployer. Parce que si la presse se déploie avec un minimum de moyens, elle ne sera plus contrôlée, elle ne sera plus caporalisée. Il faut donc attacher l'esclave au côté du besoin. Au Cameroun, je ne vous apprends rien, il y a des quotidiens qui prenaient leur titraille dans des ministères. Ah bon? Dans des cabinets de ministres, chez des DG. Je dis des quotidiens, je n'ai pas dit des ça, périodiques. Je ne le savais pas. Non, vous le saviez certainement. Puisque vous êtes un bon journaliste, vous le saviez. Mais cela peut m'échapper. Non, il y a même certains qui passent sur ce plateau. Ah bon? Oui, c'est pour dire que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la presse. Il y en a qui sont passés ces 5 derniers jours? Non, pas encore. Pas encore.
De toutes les façons, merci Bernard Owona d'être là ce matin. Vous allez justement analyser et commenter avec nous. À côté de vous, on accueille une brave dame. Elle, c'est Antoinette Ekwan. Bonjour, Madame Ekwan. Bonjour Parfait, c'est toujours un honneur, un plaisir d'être invité sur ce plateau. Espace Miné est devenu une pépite au milieu de toutes les émissions qui se passent à travers les médias au niveau national. Donc être sur le tableau d'Espace, sur le plateau d'Espace Miné est toujours un privilège, comme vous l'avez dit, et je suis une privilégiée. Merci beaucoup. Je voudrais saluer mes co-panélistes, comme quelqu'un disait, mes co-discutants, parce que c'est un café de discussion et c'est toujours un plaisir. Mais parfait, permets-moi de saluer une dame. Une dame qui est une amie et avec qui je me suis retrouvée au marché du Fundi. Oui. Et qui, à un moment, pendant qu'on faisait les achats, s'est arrêtée au milieu du marché et m'a dit, Antoinette, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je suis venue acheter, je ne peux pas parce que les prix sont devenus... Je n'arrive pas. Alors, la scène qui m'a le plus marqué, elle s'est assise et elle a passé 30 minutes. À réfléchir. À réfléchir. Elle a des enfants, elle a une famille à nourrir. Vous connaissez nos familles africaines. Ce n'est pas le mari, la femme et les enfants. Nous avons des cousins, nous avons des neveux, nous avons. Alors, le visage de son désespoir a été pour moi quelque chose de pathétique. Et je pense que c'est le visage des millions de Camerounais et de Camerounaises aujourd'hui. Et je voulais partager cette image pour essayer de relayer quel est le visage aujourd'hui du Camerounais. Donc merci beaucoup de me donner l'opportunité de partager cette image-là. Merci Antoinette Ekwan. Quant à vous, vous êtes syndicaliste. En face de vous, on accueille le Sucre National. Bernard Dobasson, bonjour. Je vous salue parfait ici parce que le jour n'est pas très bon. Et pourquoi? Parce que les gens meurent au Congo. C'est-à-dire, je voudrais ce matin transmettre toute mon amitié, toute ma sympathie et toute ma peine à mes frères du Congo. De ce côté, il y a un génocide silencieux qui est en cours. Des personnes perdent la vie au quotidien. C'est particulièrement difficile. Donc je voudrais ce matin dire à mes frères congolais qui nous regardent qu'on est avec eux. Malheureusement, je n'ai pas assez de force pour vous aider. Si j'avais suffisamment de force, je vous aurais aidé. Je ne peux que, par ma modeste voix, vous dire du courage et que je pense que je suis avec vous. J'essaie d'être avec vous, mais c'est vraiment gênant. Quand vous avez des messages de vos amis, anciens camarades qui viennent de là-bas, quand vous avez les images parfois sur la toile, vous comprenez que c'est difficile. C'est justement une fois de plus l'occasion de rappeler aux Camerounais qu'une guerre, on sait toujours comment ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Donc on peut être remonté contre les dirigeants parce que les choses ne se passent pas très bien, mais l'idée de prendre les armes ne devrait peut-être pas être la bonne. Ça c'est mon avis à moi. On peut avoir d'autres moyens pour exprimer notre voix et nos revendications. Donc au Congo, c'est particulièrement triste aujourd'hui, et voilà pourquoi ma journée n'est pas très belle. Mais mis à part cela, je voudrais quand même souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite sœur, une petite sœur à moi. Je l'appelle ma petite mère. Elle s'appelle Tanefo Kenzo Imelda Joyce. Elle est à l'université catholique de Yaoundé. Elle est étudiante en droit. Donc elle a 1 an de plus aujourd'hui. Et j'aimerais... C'est une enfant de barrière. Pourquoi vous le dites? Est-ce que c'est n'importe quel enfant qui est à l'université catholique? Je vous ai déjà dit ici que parmi les personnes qui m'ont formé, qui m'ont éduqué, il y a le commissaire divisionnaire à la retraite Tanefo Victor, qui était délégué régional à la sûreté pour le Nord. Si son père est commissaire divisionnaire. Qui était DRH de la DGSN. Non, arrête-toi, ma c'est là-bas qu'il a pris la retraite. Donc, c'est sa dernière. Je pense que sa fille devrait mettre à Fustel de Coulanges. Pourquoi? Avec tout ce que vous êtes en train de dérouler là. Non. Papa Victor, c'est un homme sobre. Il n'a pas ces considérations-là. Donc, j'adresse un bonjour à Joyce et à son père, à sa mère également. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi?
c'est la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales faites aux femmes. Oh là là. Vous savez, beaucoup d'associations de défense des droits des femmes se sont insurgées, s'insurgent toujours à mesure que le temps passe contre les mutilations génitales faites sur les femmes, notamment l'excision qui est la plus répandue. Il y a aussi le fait parfois de repousser l'avancée des seins chez les jeunes filles. Dans certaines parties du Cameroun, on se rend compte que pour des raisons culturelles, lorsqu'une jeune fille de 12 ans commence à avoir la poussée des seins, on fait chauffer une pierre, on la lui pose sur la poitrine pour repousser la sortie des seins. Et pourquoi? Parce qu'on estime que plus vite ces formes vont se développer, plus vite les hommes vont la regarder et plus fortes sont les chances pour elle de tomber dans ce qu'on appelle entre guillemets la débauche. Donc on essaie de refouler la poussée Quelle sauvagerie mentale. de certaines choses pour éviter ce qu'on appelle... Et ce qui passe à l'excision, c'est quoi le projet? Le projet, c'est qu'on considère... C'est vrai, il y a une raison officieuse que je ne dirai pas sur le plateau, mais la raison officielle, c'est que on estime que la femme ne devrait pas être particulièrement, je vais employer un terme gros, en extase pendant le rapport sexuel, vous voyez. La femme ne devrait pas atteindre l'orgasme. Voilà, c'est le terme que je n'ai pas voulu employer. Mais c'est un terme français, c'est dans le dictionnaire. La logique surtout. Voilà. Parce qu'en fait, pour beaucoup, les goûts et les couleurs, les goûts ne sont pas les mêmes. Il est possible que votre homme ne soit pas capable de vous mettre aussi bien qu'un autre homme. Et donc, si une femme réussit à éprouver un certain plaisir avec quelqu'un d'autre et pas avec vous, ça peut la faire sortir. Et donc, il faut qu'elle soit une machine. C'est tellement égoïste et méchant. Et là, vraiment, une dame va prendre la parole. Antoinette, égoïste, c'est peu. C'est criminel. Voilà, parce que ça, c'est, on focalise le plaisir de la femme sur l'homme. C'est l'égoïsme masculin qui s'exprime dans ces différentes régions. Et je vous assure que ça a des conséquences dramatiques. Parce qu'après l'excision, la jeune fille peut mourir. Il y a souvent beaucoup d'infections. Beaucoup d'infections. Et même la transmission, on a démontré que la transmission au VIH a été aussi, l'excision a été l'une des portes. Oui, parce que les instruments qu'on utilise ne sont pas déjà stérilisés. Ils sont souillés. Ils sont utilisés pour plusieurs personnes. Ils sont utilisés pour plusieurs jeunes filles. Donc, c'est vraiment... Toute cette peine que ces sorciers se donnent. On veut expliquer cela culturellement, mais ça n'a pas de fondement culturel. Il n'y a aucune culture qui démontre que la femme doit souffrir pour donner du plaisir à l'homme. Parce que quand on est excisé, même la pénétration, nous sommes tous des adultes, elle est extrêmement douloureuse. Alors, comment... En attendant, la femme meurt de douleur et l'homme meurt de plaisir. Mais comment? C'est le paradoxe. Oui, c'est le paradoxe qu'on relève. Quelle sorcellerie. Madame Antoinette est énervée. De travailler. On dit merci au groupe qui travaille toujours contre ce genre de pratiques. Il faut dire, malgré que... Mais ça progresse. Il faut vous dire parfaitement. Allez-y. Ça progresse parce que je fais partie justement des groupes associatifs qui essayent d'accompagner, mais ça progresse. Il y a beaucoup de régression à la pratique, mais elle n'a pas encore disparu. C'est vrai, il faut continuer la sensibilisation et je pense que on est sur la bonne voie. Merci Antoinette Ekwan, merci à Bernardo pour cette autre journée qui nécessite véritablement une grande réflexion. De toutes les façons, au niveau de Espace Miné, nous disons non à l'excision. Exact, merci. Non aux mutilations génitales dans l'ensemble. Très bien. Accueillons rapidement notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel. Lui, c'est Pierre Blériot-Niemek. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Vous avez un invité sur le plateau qui nous a rendu hommage pour, dit-il, le courage qui est le nôtre. Mais à l'entendre parler... Il applaudit pour votre courage. Non, et même pour votre témérité. À l'entendre parler, on a l'impression qu'il ferait bien de ne pas souvent venir parce que lui, il est plus dur que nous. Je crois que bon, comme il a quand même déjà vu ses enfants grandir, tant mieux. Je m'invite sur vos débats sur les mutilations génitales et notamment l'excision. En fait, il s'agit
d'une perversion et d'une mauvaise interprétation d'un concept religieux. Vous verrez qu'en général, sans stigmatisation, l'excision se pratique dans les cultures arabo-musulmanes. Oui. Et il y a eu une mauvaise interprétation de la femme. C'est vrai que nous en souffrons aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui aussi sont à la recherche du plaisir partout. L'idée, au départ, ça il faut que vous le disiez à vos jeunes filles, vos jeunes sœurs ou vos enfants. L'idée, c'est que la femme aille connaître le sexe chez son mari. Parce que, là, vous avez dit que nous sommes des adultes. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui par là ici. Les femmes revendiquent de plus en plus le volume des sexes. Ça veut dire quoi? Oui, quand vous entendez les femmes parler, non, vraiment, on a vu le sous-préfet, vraiment, ça dépend. Mais la petite fille de 9 ans, elle n'y comprend pas. La petite fille de 12 ans, elle n'y comprend pas. Effectivement, madame Mekwand, quel est donc le problème? C'est que les jeunes filles multiplient des expériences. Sur la voie routière, vous savez, il n'y a pas d'interdiction de circulation de gros engins et autres. La conséquence, c'est que les routes qui ne sont déjà pas fameuses s'abîment avant le temps. Et finalement, quand les jeunes filles doivent aller en mariage, elles croient que leurs problèmes sont provoqués par les hommes. Je dis aux jeunes filles, conservez-vous, allez en mariage étant relativement neutre. Vous n'avez pas besoin de toutes ces escapades qui vous fanent. Et pour aller soumettre un homme vous voyez, aujourd'hui, les hommes sont toujours en train de boire quelque chose. En train de mâcher des écorces. Ici, zizi fort. Ici, c'est purgé à gauche et à droite. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Les hommes sont traumatisés. Les hommes sont sous pression. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils vont compétir avec des gens qui ont été dans de grandes dimensions et autres. Qui est aux Jeux Olympiques et tout ça. Et donc, quand vous avez une Yaris qui doit emprunter les mêmes routes qu'ont emprunté. Non, vraiment, les jeunes filles, avant, c'est l'Église qui nous disait ça. Conservez-vous le plus longtemps possible pour l'homme qui va vous épouser. Sinon, vous faites de mauvais mariages. Parce que, on le dit en riant, quand un homme a le sentiment qu'il ne peut pas satisfaire une femme, il a tendance à fuir cette femme. Donc, il faut le savoir. Oui, c'est vrai. Quand vous vous vantez là que mon mari ne peut pas... En fait, il te fuit. Monsieur Yemek, voilà. Je n'aime pas vous couper la parole, mais je vous dis, ça c'est par expérience. C'est vrai que de mes expériences, je m'en suis généralement sorti. Mais il y a celle-là, un cas, maman Antoinette. Oui, quand tu n'as pas pu, vous avez signé forfait. Après 6 mois, tu n'as pas pu. Je lui ai dit, maman, le tout si c'est plus fort que moi. Reste avec ça. Voilà. Je ne pouvais. Pourtant, c'était intense. Vous vantez souvent vos mérites. Justement, parfois, il y en n'avait pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé ma pointure. J'ai trouvé, puisque après elle, pour le reste, ça va. Très bien. Merci bien. Merci Bernardo. On repasse la parole à Blériot pour la sagesse de ce mardi. La vraie amie de la richesse, c'est la pauvreté. Cette dernière est là lorsque les autres ont fui. On peut reprendre? La vraie amie de la richesse, c'est la pauvreté. Cette dernière est là lorsque les autres ont fui. Ça veut dire quoi? Parfois ici, vous savez, le vrai ami, c'est celui qui est avec vous quand tout le monde est parti. Or, la seule assurance que vous avez quand vous êtes riche, c'est que la pauvreté ne vous quittera pas quand tout le monde vous aura quitté. Donc, quand tout vous quitte, la pauvreté est votre vrai ami. C'est pour cela qu'il faut avoir peur de la pauvreté et bien l'entretenir. Et bien entretenir la pauvreté, c'est éviter d'y retomber. Ouais. C'est vrai que j'avais causé un jour avec un richissime qui, à l'époque, était extrêmement pauvre. Je lui ai posé la question de savoir, en ce moment, qu'est-ce qui lui fait le plus peur? Il est resté un moment, il a réfléchi. Il m'a dit, c'est de redevenir pauvre. Je dis, ah bon? Il dit oui.
Et il me dit, pour cela, je suis prêt à tout pour ne plus jamais redevenir pauvre. Oui, mais à ceux qui pensent ainsi, Prêt à tout. il me l'a dit. je vous dirais que vous ne pouvez pas être, quels que soient vos efforts, qui ne seront pas des efforts dignes, la pauvreté vous surprendra comme un homme en armes. Vous voyez, les hommes en armes vous surprennent. La meilleure façon de quitter la pauvreté à jamais, c'est de la respecter. Parce que la pauvreté vous enseigne beaucoup de choses. La pauvreté doit vous enseigner à être moins dispendieux. L'humilité. Elle doit vous enseigner l'humilité. La pauvreté doit vous enseigner l'épargne. Oui. La pauvreté doit vous enseigner l'investissement. La pauvreté doit vous enseigner l'honnêteté. Si vous n'avez pas appris ces vertus pendant que vous étiez pauvre, ou après la pauvreté, vous les avez oubliées, vous redeviendrez pauvre. Quelles que soient les précautions que vous prenez. Mais ce que vous dites là, beaucoup de mes amis riches sont en train de te maudire. Non, ils ont des voisins qui sont redevenus déjà pauvres. Ils ne veulent pas. Non, ce comprendre n'est ça. pas votre. Il faut développer ces vertus-là et les maintenir quand vous savez, l'argent n'est pas comme le savoir. Socrate disait que le savoir a ceci de particulier que quand on le distribue, il se multiplie. Les biens matériels, quand on les distribue, ils diminuent. Merci Blériot pour la sagesse matinale. Vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour aux millions de téléspectateurs. Je retiens une chose ce matin, c'est que lorsque vous avez des biens matériels, il faut faire moins de distribution, de peur que on se retrouve dans le manque. Ne pensez pas qu'ici nous encourageons les riches à être chiches. Hein? Non, il a bien retenu. Parfait ici. Vous me prêtez une seconde. Allez-y Blériot. Les doigts là ont un adage qui est bizarre. En fait, c'est une sagesse douala qui dit Mbonganto. C'est le nom de quelqu'un. Asiba ne isunga bubu osongo onyola sanga la ola mulema. Ça veut dire quoi? Mbonganto est descendu avec une petite couverture dans la tombe à cause de son bon cœur. Mbonganto à l'hôpital, il était très riche. Dès qu'un autre malade arrive, il dit donnez-lui une paire de draps. Ceci arrive, donnez ceci. Quand on enterrait Mbonganto, il lui restait seulement un petit bout de papier, d'étoffe. Donc donnez, mais ne pensez pas qu'en donnant ça revient. Quand vous donnez sa part, il faut savoir qu'à un moment donné, si vous croyez que c'est en distribuant n'importe comment, vous finirez pauvre. Merci Celui beaucoup. qui donne à l'excès s'appauvrit. Merci beaucoup. Mais moi, je dis à nos amis ministres, DG, grands hommes d'affaires, il faut donner. Il ne faut pas que vous appuyez sur la citation, la sagesse de ce matin de Blériot. Parce qu'ils ont trouvé un bon prétexte. Que Blériot nous-même nous a dit. On a suivi. Patrick Bala, Parfait ici. que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce matin nous conduisent bien sûr du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mveng, Info Matin, qui parle de plusieurs actualités ce matin, mais on va s'intéresser à la révision des prix du carburant. Et selon le journal, Mbarga Tangana appelle les syndicats à la concertation. Ceci dans une correspondance adressée le 5 février dernier au président des associations des transports urbains, périurbains et interurbains. Le ministre du Commerce rappelle à l'ordre les adhérents indélicats en attendant bien sûr les attentes avec le gouvernement. Il invite les intéressés à renoncer sans délai ni autre formalité à leur agissement déstabilisateur et répréhensible, au risque donc des sanctions conséquentes prévues par la réglementation en vigueur. Information contenue de la page 2 à la page 3. On parle également de cette hausse du prix du carburant avec 100 détours qui nous fait savoir ce matin que
Les motos taximens sont en phase avec le chef de l'État, Paul Biya. Ils disent d'ailleurs oui au président de la République. Terre promise parle donc d'un autre aspect concernant bien sûr cette hausse du prix des carburants. Pouvait-on faire autrement, s'interroge Terre promise hebdo ce matin, qui nous fait montre donc d'une pilule dure à avaler et que le gouvernement essaye de faire passer en annonçant des mesures d'accompagnement. Information à lire à la page 3 de ce journal. On fait montre de la colère de Maître Akere Mouna avec Camer Presse sur cette hausse des prix du carburant. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, dans une série d'interrogations, questionne notamment l'opacité du secteur pétrolier. Il sort naturellement de la Sonara ou encore ce client autre que Glencore qui aurait donc acquis le pétrole brut à vil prix, une formule très affinée de réponses et questions. Voilà, c'est avec bien sûr Akere Mouna, le bâtonnier, information contenue à la page 3 ce matin. On parle des éclairages du gouvernement avec le quotidien sur le réajustement de ces prix des produits pétroliers. Du côté de Cameroun Tribune, on s'intéresse à une autre actualité, notamment la méprise sur le drapeau du Cameroun. Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public, nous fait savoir que TV5 Monde a présenté ses excuses au gouvernement. Ceci à travers une concertation entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, et le président directeur général de TV5 Monde, Yves Gigotte, qui a exprimé les regrets de la chaîne suite à l'incident survenu le 23 janvier dernier. La délégation dans laquelle se trouvait également la Camerounaise Denise Epoté, directrice de la communication, du marketing et de la distribution, a ensuite rencontré le Conseil national de la communication et information contenu ce matin à la page 3 de ce journal. Avec le messager de Feu Pius Ndiaoui, on parle de football et cette déconfiture des Lions indomptables du côté de la Côte d'Ivoire pour cette 34e édition de la CAN. Le messager nous fait savoir que la Fédération camerounaise de football est dans les taux du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ceci à travers le conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Cyril Tolo, qui attribue le fiasco de la sélection nationale au président de la FECAFOOT et bien sûr au manager sélectionneur. Information à retrouver à la page 12 de ce journal. On parle également de cette actualité avec le jour d'Aman Manal. Au quotidien bleu parle bien sûr du conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports qui a fait donc une sortie pour évoquer la débâcle des Lions indomptables en Côte d'Ivoire, où il dit de ne pas diluer les responsabilités. Cyril Tolo nous fait savoir qu'il faut demander les comptes à celui qui a choisi bien sûr Rigobert Song Banak. Avec ce journal, on parle d'une autre actualité, celle liée bien sûr à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais le cas Ngando Piquet entendu par la police, c'est d'ailleurs la grande une du journal satirique Le Popoli ce matin, qui nous fait savoir que de retour de la Coupe d'Afrique des Nations foireuse en Côte d'Ivoire, Ngando a été donc interpellé par la police une fois arrivé au pays. À travers cette image, Ngando illustre donc, le Popoli illustre donc cette arrestation, cette interpellation de la police à l'endroit du supporter numéro 1 des Lions indomptables. C'est d'ailleurs avec cette information qu'on referme cette partie consacrée à la revue de presse. C'était donc la revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première, c'était à 6h45 minutes avec Théophile Vianney-Bia. Et bien sûr, la meilleure, c'est dans le cadre de ce programme prestigieux Espace Mini. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. C'est vrai que vous avez surabondé là-dessus en préambule. On parlera de l'excision de la jeune femme. Oui, on va s'intéresser à cette actualité dans nos différents... Et là, nous sommes en télévision. Hein. Oui. Et on sait que la télé, c'est l'image. Oui. Comment allez-vous faire? De toutes les façons, on va trouver... La télé, c'est pas l'image? Bien sûr, c'est l'image. On va trouver des astuces pour illustrer. Quelles astuces? Vous le verrez. Vous allez préférer montrer les habits? Bon. Est-ce qu'on passe à l'excision au niveau des habits? À l'impossible, nul ne sera tenu. Comment ça? Les téléspectateurs doivent comprendre de quoi vous parlez?
Nous ne serons pas également dans un film pornographique. Non, il n'y a pas la pornographie, vous êtes dans l'éducation et la sensibilisation. Oui, on peut éduquer en parlant, en montrant quelques images qui vont illustrer, mais pas en choquant les téléspectateurs parfaits. Est-ce que l'affaire est choquante? Bien sûr. Ah bon, ça c'est bien, ça veut dire que c'est négatif. Patrick Bala? Enfin, ici. Je pensais que la télé c'était l'image. Hein. Parfait, c'est l'image. Mais vous me faites comprendre que ce matin, on ne doit pas montrer toutes les images. Bien sûr. Ah, d'accord. D'accord. Mama Satan. Patrick Bala, Parfait, ici. à demain 10h. À demain, parfait. On dit merci une fois de plus à Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches. Et il y a quand même une information qui retient notre attention ce matin. Luc Magloire Mbarga-Tangana, le ministre du Commerce, a signé un communiqué hier étant très énervé. C'est pratiquement un appel à l'ordre, un communiqué à l'endroit des transporteurs urbains, périurbains et interurbains. Ces transporteurs qui, de manière unilatérale, ont décidé d'augmenter les prix. Je commence par Madame Antoinette Ekwan. Luc Magloire Mbarga-Tangana pense qu'il y a des instances, il y a une méthode, il y a des comités qui sont souvent mis sur pied. Et les syndicats le savent, et vous êtes justement syndicaliste, il n'est donc pas question que vous puissiez aller augmenter des prix de manière unilatérale. Il dit d'ailleurs que s'il persiste, il y aura des sanctions qui vont être prises à leur encontre. Réaction. Ben, parfait. Ici, je voudrais dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est la réponse du berger à la bergère. Ce qui a été fait. Moi j'ai assisté à la réunion à la CSPH. Ah bon? Bien sûr, je suis syndicaliste, je suis au niveau Vous étiez donc complice de cette augmentation. Je suis présidente de la Confédération camerounaise du travail. Madame Ekwan, vous êtes complice de l'augmentation. J'en arrive, je suis à la fois au niveau politique et au niveau stratégique. Donc forcément, je reçois un coup de fil à 22h. Vous êtes invité à une réunion à la CSPH. Quel est l'ordre du jour de la réunion? On ne m'a pas donné l'ordre du jour de la réunion, mais on me dit la réunion est à 13h. Et comme nous avons une plateforme avec la CSPH où on se rencontre tous les 3 mois, je me dis, naturellement, ils vont nous parler, parce qu'ils nous parlent toujours de l'évolution du prix du pétrole à l'international. Alors, on s'amène à 13h à la CSPH, 4 ministres sont autour de la table. Et le ministre du Commerce prend une communication où, en fait, en bref, il nous informe. Il nous informe que le gouvernement, après l'adresse du chef de l'État, le gouvernement n'a pas eu le choix que de faire un réajustement de 15%. Alors on pose la question de savoir, vous nous invitez pourquoi? C'est une table de discussion ou une table d'information? Alors on s'est rendu compte que c'est une table d'information. Malgré nos protestations, malgré le fait que nous ayons demandé quelles seraient les mesures d'accompagnement, nous n'avons eu aucune réponse. Le ministre nous a dit, acquis de droit va annoncer les mesures de compensation. Et les mesures compensatoires, je les ai appris comme vous, au niveau de... Mais Madame Ekwan, quand vous le dites comme cela, oui, à la télévision, ça frise une dictature dans des pays à une certaine époque. Non, il fallait que je restitue cela. Parce qu'on m'a vu à la... Mais on nous a quand même dit, hein, j'ai dit bien, on nous a dit, je ne peux pas vérifier, que les syndicalistes qui ont été invités pour accepter cette affaire ont eu la part de butin, leurs enveloppes. Non, parfait, c'est raison pour laquelle vous avez accepté. Mais si nous avons accepté, les transporteurs ne feraient pas ce qu'ils font aujourd'hui. Et nous, les organisations syndicales qui sont autour de la plateforme du mouvement syndical camerounais, nous allons nous réunir demain pour aussi donner notre information. Ils nous ont invités pour nous informer. Et nous aussi, nous allons nous réunir pour informer le gouvernement des actions que nous allons prendre. Vous apprêtez à prendre des actions, à prendre des actions. Mais nous sommes des syndicalistes. Très bien. Nous sommes des syndicalistes et nous ne pouvons pas laisser cela. Nous n'avons eu aucune discussion. Il n'y avait pas de dialogue. C'était l'information. Et naturellement, les syndicats des transports ont aussi décidé de mener aussi leur action. Et d'informer
le ministre du Commerce. Bernard Oona, nous avons Berger. l'impression que ça va dans tous les sens. Le gouvernement, entre guillemets, a invité les syndicalistes pour une séance d'information. Les syndicalistes disent qu'eux également vont informer le gouvernement des mesures prises à leur niveau. Finalement, où allons-nous? Parfait, si vous permettez. Je voulais d'abord dire juste un mot sur le séjour du PDG de TV5 à Yaoundé, qui est venu présenter les excuses de sa chaîne de télévision après le gros scandale que vous connaissez. Je voulais simplement attirer l'attention de nos compatriotes pour dire deux choses simples. La première, c'est que beaucoup de gens ne se sont pas encore rendus compte que TV5 Monde, RFI et France 24 sont sous l'autorité tutélaire du ministère français de l'Europe des Affaires étrangères. Tout à fait. Quand vous avez compris ça, vous devez vous-même déjà vous faire une idée de comment ça se passe pour qu'un drapeau comme celui-là soit collé à l'image du Cameroun. Et deuxième chose, je ne sais pas comment on peut être une si grande chaîne de télévision comme TV5 Monde et puis on se retrouve avec un tissus aux couleurs qui ne sont pas les couleurs du Cameroun, alors que on a véritablement les couleurs du Cameroun, parce que le Cameroun en Afrique noire francophone compte parmi les poids lourds. En Afrique centrale, oui, en Afrique de l'Ouest il y en a, mais en Afrique centrale, vraiment quand on parle des pays en Afrique noire au sud du Sahara, francophone, le Cameroun est parmi les premiers. Donc c'est bien comme ils sont venus s'excuser, mais il faut que l'État du Cameroun et nos dirigeants soient vigilants. Maintenant, concernant... Je pose quand même une question. Hein. Oui. Si c'était Info TV qui avait eu à faire ce genre de confusion sur le drapeau non, on allait vous fermer. Vous pouvez imaginer la réaction du CNC. Non, on allait vous fermer. Je pense qu'on allait fermer Info TV. C'est ce que je suis en train de dire. Mais quelle est la petite mesure, que ce soit le ministère de la Communication ou bien le CNC, le Conseil national de la communication, ont eu à prendre à l'endroit de TV5? Aucune, sinon on leur déroulé le tapis rouge, comme ça a été le cas. J'ai vu le dirigeant de TV Vrai, pourquoi je ne veux même pas en parler. Oui, il a été reçu comme un roi, bien entendu, comme un pape, avec les honneurs du monde. J'ai vu les autorités camerounaises supplier des salutations et des photos, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que on n'est pas dupe. C'est bien de rappeler aux Camerounais que soyez vigilants, regardez bien. Ce qui s'est passé là était à dessein. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez remarqué, il y a une communication qui a été bien payée. Cette affaire ressemble aussi à l'affaire Bobda, où les gens sont allés donner l'argent à RFI, à Jeune Afrique, pour des choses que nous on ne maîtrise pas. Mais quand vous parlez ici en plateau, vous faites votre devoir. Mais derrière, il y a des batailles que vous ne pouvez pas imaginer, qui se chiffrent à des milliards. Ah bon? À des positionnements politiques. Et on vous dit le nombre de gens qui sont derrière, vous allez tomber évanoui. Donc c'est pour dire que même l'affaire TV5, le président de la République a été saisi personnellement. Il s'est étonné. Et vous voyez que la seule chose que nous on a eu à faire, c'était de dérouler le tapis rouge à ces gens. Aucun média, aucun support camerounais ne peut arriver à cette dérive-là et qu'il ne soit pas sanctionné, qu'il ne soit même pas fermé pour 2 ou 3 mois. C'est pour ça que quand je prenais la parole au début, là, je disais que le Conseil national de la communication doit faire un effort de travailler pour la corporation. Parce que je vois qu'il travaille beaucoup plus pour l'ordre régnant et surtout pour les hommes qui sont forts. Parce que si vous en prenez à quelqu'un qui est puissant, dès qu'il va se plaindre au Conseil national de la communication, vous êtes sanctionné. Vous êtes foutu. La seule personne que j'ai vu trébucher au Conseil national de la communication, c'était le PDG de Congelcam. Et là, vraiment, à plusieurs reprises, il est tombé contre un confrère. Et là, j'ai compris quand même qu'il y avait des gens qui étaient sérieux parce qu'il avait un soutien des confrères qui ont sorti tous les éléments de son dossier. Donc, pour faire simple, je voulais quand même attirer l'attention de nos compatriotes sur ce scandale de TV5 et ce fameux drapeau des Ambazoniens qu'on a collé à l'État du Cameroun. C'est passé comme ça, mais nous, on doit attirer l'attention de ceux qui nous regardent. Maintenant, pour dire un mot sur le ministre du Commerce, je veux d'abord dire à Madame Antoinette Ekouane que pratiquement tous les syndicalistes déchargent chaque fois qu'ils sont appelés à 22h. Pratiquement tous déchargent. Mais là, c'était pas 22h. Non, je dis donc, on les appelle à 22h puis à réunion le lendemain.
À 13h. Je dis donc que chaque syndicaliste décharge dès qu'il est invité. Vous avez déjà vu dans un pays, on convoque les gens à une réunion à 22h au téléphone. Et puis quand vous arrivez là-bas, vous trouvez 5 à 6 ministres qui vous regardent. Bon, par rapport au communiqué du ministre du Commerce, quand j'ai vu un journal à présenter 5 ministres là, tous sont nés au village, c'est des villageois, et ils parlent des affaires de Yaoundé. Moi, je suis né à Yaoundé. C'est quoi cette manière de parler? Non, je veux dire que quand les ministres sont à Yaoundé, ils parlent comme à Yaoundé. C'est-à-dire que quand tu dis que les taxis ont dit que non, on va frapper, je dis que moi, je me suis marié à Obala. À Obala, le transport c'est 500 lundi, jeudi. Le week-end c'est 1500. On ne demande pas l'avis du préfet ou du ministre du Commerce ou du Transport. C'est comme ça que ça se passe. Et je dis que ce que le ministre lui dit là, lui dit sa part. C'est que quand on est à Yaoundé, vous voyez qu'on a tout le Cameroun. Maintenant, il faudrait aller dans nos petits villages, vous allez voir comment les populations vont souffrir. Vous allez voir comment les Bamselam vont souffrir pour porter la nourriture et venir à Yaoundé. C'est ça la vérité. C'est ça que le ministre du Commerce ne dit pas au président Biya. C'est ça que le ministre Grégoire Orona, tous ceux qui étaient à cette réunion-là, ne disent pas aux populations parce que... tu crois que comme ça, tu devais souvent venir à la télé, ta façon de temps en temps. Non. Là, tu gâtes tout. Il m'a posé une question. Et je lui dis, moi-même, pour avoir les syndicalistes là, vous allez remarquer que Madame Ekwan parle là parce qu'elle est à la télé. Elle fait... Elle donne aussi. Elle est différente. Non, je veux dire qu'il y en a. Non, je vous interdis de dire ça. Non, je veux dire Madame Ekwan. Moi, je vous interdis. Je vous comprends. Retirez le mot. Je retire. Okay. Je retire parce que je dis que parmi vous, dans les syndicalistes, il y en a. Mais il y en a vraiment, on n'est pas comparé, Madame Ekwana. Non, je veux dire qu'il y en a même qui sont comme vous voulez que je le dise comme ça, qui sont propres, qui n'ont rien à se reprocher. Mais l'immense majorité des syndicalistes que moi j'ai fréquenté régulièrement, je les ai déjà même croisés plusieurs fois, transport et travail. Il y a des gens qui s'occupent spécifiquement de l'entretien des syndicalistes dans 2 ministères au Cameroun, travail et transport. Donc, dès que vous avez une réunion là-bas, vous savez comment ça va se passer. Dès que il y a même des syndicalistes qui se sont organisés de façon à ce que ils font une intimidation, une fausse alerte d'une grève. C'est ça qu'on va les appeler. Immédiatement, la consultation est lancée, DGSNC, des ministres concernés, ministres sectoriels. Et vous déchargez, j'ai déjà été témoin. Et la grève est finie. La grève n'existe plus. Le communiqué est co-signé par ces syndicalistes. Et vous savez, je dis à Madame Ekwan que si vous êtes 100 syndicalistes, il y a au moins 90 qui déchargent toujours le soir. Merci beaucoup. Cela me rappelle ce qui s'est passé une fois lors d'une grève des étudiants au Cameroun. J'étais modestement vice-président des étudiants de Yaoundé 2. C'était compliqué. La réunion est finie. Et après, un oncle qui travaillait à l'époque dans un ministère me dit, donne ma part. J'ai dit, quelle part? Donne ma part. J'ai dit, je n'ai rien. Il dit, mais toi, tu n'as pas eu tes 3 millions? Il dit, mais on fait 3 millions par étudiant. J'ai dit, c'est pas possible. Et ce jour-là, j'allais à pied comme un canard. Pierre Bleriot-Niemeg, le ministre du Commerce, pense que les syndicats des transports veulent faire dans la surenchère. Non, moi, vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour le ministre du Commerce, mais je préfère la logique à mon affection. Moi, je ne suis pas transporteur, j'ai modestement un véhicule. Il me fallait 3 000 francs par jour pour partir de mon domicile à mon lieu de service et quelques petits tours, retourner à la maison. Il me faut désormais 4 000 francs. Si j'étais taximan, je n'attendrais personne pour changer mon prix. Mais là, non, là c'est le désordre. Non, en fait, c'est ce que vous venez de dire là. Vous savez, quand j'entrais dans une classe de philosophie, je disais aux élèves, moi, je mets un ordre, je mets ordre. Si les élèves mettent un autre ordre, ça fait désordre. Et c'est vrai. Donc, le désordre, c'est plusieurs ordres. Oui, tout à fait. Le ministre a mis son ordre. Les transporteurs mettent aussi leur ordre. Et là, c'est le désordre. C'est ça, donc le désordre, c'est 2 ordres. Et la République ne tolère pas le désordre. Non, c'est pas une affaire de République tolère, ni. Je dis, dès que je pars à la pompe, si le pompiste me vend plus cher, au sortir de la pompe, le client et puis il faut même dire quelque chose pour ceux qui maîtrisent vraiment la chose. Nous travaillons avec 2 systèmes contradictoires.
il n'appartient à aucun ministre de fixer les prix de ce genre de choses. Non, ce n'est pas qu'il fixe les prix. Oui. Pierre Blériot, si vous avez bien lu le communiqué du ministre, et je sais que vous l'avez bien lu, il parle, son mémo, des instances de concertation. Se tient habituellement pas. Et il dit que ces instances-là sont en train de voir cette crise. Et c'est au sortir de ces instances-là qu'on va arrêter beaucoup d'affection C'est de la manipulation parfaite. On devait faire, c'est l'inverse. C'est un homme intelligent. On devait se concerter avant qui tomber d'accord. On dit que on va mettre le gasoil à 828. Comme on va mettre l'essence à 840, nous pensons que le transport peut être géré. Tous ces prix devaient être. D'ailleurs, les gens qui ont fait le travail que les ministres n'ont pas fait, nous ont envoyé les prix des carburants, mais également les prix du taxi de jour, de nuit, dont les transporteurs ont aidé le ministre à travailler une fois. Comme tu as déjà fini l'autre partie, nous finissons avec la partie qui reste. Ça, c'est pour être logique. Vous ne pouvez pas aller à la pompe, payer 3 000 francs de plus et venir maintenir les mêmes prix. Le ministre du Transport et du Commerce n'ont qu'à mettre leur taxi dehors eux-mêmes. Voilà, ils mettent leur taxi dehors, ils carburent. Et ça porte des Camerounais en attendant la fin de leur concertation. C'est compris. C'est ce qu'il dit à ton ami Galé Bibé. C'est pas mon ami. Dis à Galé Bibé. Je n'ai pas d'amis ministre. Dis-lui qu'il mette les cars et autres sur la route de Dé à Douala. Il carbure. Et utilise ces bons de carburant. Ça nous Merci bien. J'ai même un autre petit souci. Je ne sais pas, beaucoup ne l'ont pas vu. Mais moi, je l'ai vu en dormant. Lorsqu'on dit le prix du gasoil, le litre, c'est 828 francs. Vous faites comment pour avoir les 1 franc là pour que ça donne 28 francs? Est-ce qu'on t'a dit d'acheter 1 litre? C'est 830. Mais si toi tu vas acheter 1 litre ou 2 litres. Non, tu achètes pour 2000. On est Camerounais, nous on a notre technique ici. Et on va te rembourser comment? Non, tu achètes le gasoil de 2000. Là-bas que ça va donner la quantité que ça va. Oui, que là il y a encore de oui, il y a l'entourloupe partout. Tu ne veux pas, tu ne viens pas acheter. Tu verses l'eau dans ton réservoir, tu conduis. Ça c'est si je vais acheter 2 litres. Ça fait 828 francs fois 2. Non, il n'y a pas ça. Ça fait 1100. Est-ce qu'il y a les pièces de 1 franc? Ça fait 1656 francs. Donc tu prends 1500. Le chiffre rond. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. C'est comme ça. C'est pas sérieux du tout. C'est donc ça la concertation. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce matin, une affaire exclusive, une fois de plus, de Bernardo. Parfait. Ici, aujourd'hui, je dénonce les abus dont sont victimes les petites commerçantes. Dans de nombreux quartiers, et c'est parce que j'ai vécu une scène récemment que j'en parle, certaines femmes qui prennent le courage de vendre peut-être les beignets, de vendre les bananes, etc., font face à certains jeunes qui viennent, qui se servent dans les plateaux ou dans les bassines abusivement et s'en vont. Donc elles restent là, il y a des petits badauds dans les quartiers qui viennent, qui plombent leur activité à travers les vols et des menaces, et puis ils se retirent. J'ai discuté avec une dame comme ça qui m'a rencontré au marché, qui m'a fait comprendre qu'elle souffrait de cela dans le quartier dans lequel elle vit. Quand elle fait les beignets, elle met sur le plateau, quelques badauds passent, ils en prennent une bonne partie, et puis ils s'en vont. Ça lui crée beaucoup de problèmes et elle est particulièrement affectée par cela. Donc on dénonce Ce sont les gars du quartier ou bien des gars qu'elle ne connaît pas? C'est des gars qu'elle ne connaît pas. Forcément, puisque les enfants du quartier, elle les connaît, elle les aurait identifiés. Donc il y a certains jeunes, en tout cas, qui passent des fois dans certains quartiers dans lesquels on sait que Mme Makala est ici ou là-bas. Ils viennent, ils se servent et puis ils partent avec. Et ces femmes restent souffrées parce que déjà, elles n'ont pas assez de revenus à partir de ce commerce-là et c'est particulièrement difficile pour elles. C'est compliqué ça. C'est vrai que ça se vit comme ça. À l'époque, j'avais un ami, il se prénommait Georges, il est maintenant, je pense, en Turquie. Il m'apprenait les arts martiaux et à soulever surtout le fer. Pour ceux qui sont au quartier savent ce qu'on dit soulever le fer. Et nous allions donc soulever le fer. Il était très costaud et grand de taille et très fort physiquement.
lorsqu'on allait dans le sport, ce qu'il appelait sport, un sport très brutal, on rentrait, on transpirait comme des fous. À Biémassi, pour ceux qui connaissent le quartier Biémassi, il y a un marché là, le marché Biémassi à côté du rond-point express. Il y a donc des gars, entre guillemets, des voyous qui jouent souvent aux cartes. On appelle ça vulgairement un jambo. Donc dès qu'il arrivait, il faisait comme un policier. Il disait à ces gens, est-ce que vous savez que ce que vous faites là est interdit? Et les gars le regardent. Quand il était physique, en fait, grand état costaud, et comme ils sont l'argent qui est déposé sur la table, il prend d'abord tout cet argent, il met dans la poche, et il se dit, fouillez-vous. Il a dit, fouillez-vous. J'ai donc vu ce jour, certains commencent à se fouiller, ils donnent tout ce qu'ils ont dans leur poche. Et il y a un qui ne voulait pas se fouiller, il dit, pourquoi toi tu ne te fouilles pas? Il dit, ben, c'est quoi? Est-ce que tu es policier? Il n'a pas fini de dire la phrase. C'était une gifle terrible. Le gars allait tomber et le gars s'est fouillé très rapidement. Il lui a donné tout ce qu'il avait. Je pense que ce jour-là, il avait pris environ dans les 13 000. Wow. Et il leur a dit, si je vous revois ici demain, vous verrez. Et on part. Quand on part donc, je lui dis, en partant que, frère, ce que tu fais, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Tu es en train d'agresser les gens comme ça. Il dit, bon, si je ne fais donc pas ça, tu sais, quand on finit toujours le sport, on achète 3 pains, on fait les œufs, on fait 6 œufs et tout, on va faire comment? Et il me dit que bon, ce que eux-mêmes font, c'est que c'est interdit par la loi. Donc, quelque part, ils ne peuvent pas se plaindre. Mais la dame, il fait ses beignets. Maintenant, la dame, donc, qui fait les beignets. Ces gars qui viennent, donc, arrachent ces beignets. La dame, en réalité, comme elle n'est pas dans l'illégalité. Je passe à voir madame de quoi. Oui, justement, je voulais aussi illustrer ça parce que à l'école aussi, il y avait des petits beignets comme les achomos, on disait. Et les élèves avaient l'habitude, ils prenaient, ils pincent 3 beignets pour donc, c'est une habitude que les jeunes ont eu depuis longtemps à voler ses mamans avec les beignets. Mais ce qu'il faut dire ici, il faut dénoncer cela parce que c'est de l'incivisme. Parce que cette maman qui se met au bord de la route, c'est justement pour exprimer le degré de misère que vivent déjà les populations camerounaises. Donc quand elle se met au bord de la route, c'est pour nourrir sa petite famille, c'est pour ne pas tomber justement dans des choses qui ne sont pas bien. Donc il faut dénoncer cela. Comme il faut dénoncer ce que font. Je pense que ces enfants prennent comme Awara le fait. Est-ce que c'est légal ce qu'Awara fait? Hein? Donc quand on voit déjà au niveau institutionnel, des gens qui sont là pendant que ces pauvres femmes sont au bord de la route en train de vendre, on vient ramasser tout cela et on jette et on emporte, on ne sait où. Ce n'est pas bien. Donc il faut vraiment dénoncer cela. Et je pense qu'il faut qu'elle se fasse accompagner par la police. Encore que. Est-ce qu'on va mettre un policier derrière chaque dame il faut quand même qu'elle signale, il faut qu'elle signale, parce que quand les badauds vont voir qu'il y a quand même un policier qui a rôdé là, ça peut avoir un effet. Bernard Owena, certains grands frères m'ont dit à l'époque que parfait, méfie-toi toujours de ce qui va dans ton ventre. On ne blague pas avec ce qui va dans ton ventre. Ces badauds qui passent comme ça, arrachent les beignets de ces mamans à côté de la route. Ils doivent faire attention. Effectivement, je vais prendre une image qui ressemble un peu à la tienne. La plupart des cas, aujourd'hui, nos quartiers sont inondés par les jeunes garçons qui jouent le mbolé. Donc, ils font à peu près comme ton haltérophile là. Dès qu'ils ont fini de taper ça partout, ils n'ont pas été payés. Ils ont faim. Ils marchent, ils voient un végétarien là. Ils disent, c'est ici que ça va se jouer. Ils s'installent, ils mangent copieusement le beignet, le haricot, la bouillie de la dame. Ils détalent. Et voilà parti. Mais ce qu'il y a lieu de faire quand même, qui est vrai, c'est que dans les quartiers où ces végétariens sont populaires, il y a toujours des gars du quartier qui veillent. Il y a toujours des petits rassemblements, des noyaux de 2, 4, 5, 10 gars. Moi, je pense que en temps normal, je prends le cas de Biémassi,
monter Maison Blanche. Là, je vois, il y a des femmes qui vendent des beignets là-bas, célèbres depuis des années. Je n'imagine pas que 2 ou 3 badauds peuvent passer là, manger et partir comme ça, impunément, sans que on ne porte... Sans qu'il ne soit inquiété. Non, je ne pense pas. Donc, pour le cas de cette dame, moi, je dirais à Bernardo de lui dire de faire appel aux gars du quartier qui, habituellement, accompagnent ou épaulent ses mamans, parce qu'en réalité, ça ne peut pas finir, comme Madame la Présidente l'a dit là, depuis l'école primaire, les enfants ont tendance à jongler un peu avec les beignets des mamans qui vendent. Bon, est-ce que cela est dangereux pour eux? Peut-être d'autres le font de façon naïve, mais pour le cas d'espèce, nous avons affaire aux bandits, aux badauds, qui viennent véritablement pour manger et ne viennent payer. Donc là, c'est un autre cas, ceux-là doivent être vraiment punis. Merci Bernardo. J'ai fait dire Bernardo Basson, mais vous c'est Bernard Owona. Alors, Pierre Blériot-Onyemec, que devons-nous faire? Il faut trouver quand même des petites stratégies. C'est vrai qu'on me dira que bon, ce genre de choses existait depuis la nuit des temps. Les petits badauds qui viennent voler quelques beignets comme ça et partent. Est-ce qu'il faut interpeller aussi la police, la gendarmerie? Est-ce qu'il faut interpeller ce qu'on appelle souvent les autodéfenses au niveau des quartiers? Puisque la maman qui vient vendre les beignets au bord de la route, elle a saigné, elle doit entrer en possession de son dû. Non, mais vous savez, moi j'ai grandi dans les quartiers difficiles. Comme Vorada. Vorada, Aubec et tout ça. Aubec, c'est Malmayo là-bas. C'est des quartiers difficiles. La nouvelle vague, le copanéliste parlait de ces gars du Mbolé. Parce qu'il faut dire que la plupart des groupes de Mbolé associent au Mbolé la consommation des drogues dures. Oui. Voilà. Donc, les parents sont contents de voir leurs enfants faire le Mbolé. Mais ils ne voient pas que les enfants couvrent dans le Mbolé la consommation d'autres choses. Parce que c'est des gars qui jouent tard dans la nuit. Ils ne foutent rien pour la plupart. Et ils ont refusé l'école. Mais ils ont une inspiration pas possible. Le Mbolé, ça a déjà commencé. Donc, le copanéliste a indiqué quelque chose. Sauf qu'il n'a pas pris en compte le fait que ça pourrait être une maman qui n'est pas du quartier. C'est-à-dire qui vient juste... Donc elle aura plus de problèmes. Il faut qu'elle fasse avec son environnement. Oui. La police ne lui servira pas à grand-chose. Avec l'environnement, ça veut dire qu'elle s'attache les services de quelques petits gens du coin, à qui elle-même donne souvent volontairement quelques beignets. Il faut qu'elle aussi apprenne à donner aux gens du secteur. Nous qui avons grandi dans les quartiers difficiles, pour maîtriser Vogada, il a fallu que je sois quelqu'un qui donne. Quand tu donnes, on te donne l'information. Je lui racontais une histoire hier. Il y a un gars de Eneo qui est venu me manquer de respect. Il avait confondu les factures et le jeune homme s'est mis à m'insulter. Bon, les gars ont sauté sur lui. L'ont copieusement bastonné. Il a appris qu'on ne me manque pas de respect. Nous sommes les barons. Bon, tu t'attaches les services, tu donnes souvent, tu aides les petits-enfants là, ils deviennent donc tes protecteurs. Quand les petits voyous là viennent, allez, ils les attrapent. Et dès qu'on les attrape une ou deux fois, tu es libéré. Maintenant, si tu es du quartier, quand c'est un quartier, que tu es une maman du quartier, on ne peut pas te faire ça. Parce que la maman du quartier, elle a d'abord ses enfants qui ont aussi les amis et tout. Et il y a donc ce que nous on appelle le retour. Tout à fait. Le retour, c'est qu'on t'attend. Ou bien, le retour, c'est aussi qu'on peut venir te chercher là où tu es. Oui. C'est-à-dire, on vous a identifié, nous sommes le Vogada. Quand les gars de Nkonou viennent faire ce genre de choses, on quitte donc en bande pour aller les prendre exactement chez eux. Donc, voilà l'un des styles de retour. Le retour a beaucoup de choses. Donc, non, en fait, c'est une dénonciation. Mais ce qu'il faut dire, il y a un côté pervers et parfait ici, il faut faire attention. Même si la plupart des jeunes enfants ont fait ça, moi je ne suis pas un saint. Le malheur que j'ai eu, c'est que très tôt, ma mère m'a plongé dans les études bibliques, je devais être pasteur. Donc je n'ai pas eu la chance de faire certaines choses, parce que très tôt, mon pasteur qui était un adventiste, un boulot adventiste, au Bat et Aaron, m'enseignait déjà trop de choses. Donc je n'étais pas un enfant comme les autres. Mais les enfants qui faisaient ces choses-là, quand vous avez grandi, allez récompenser ces mamans pour laver votre karma. Parce que même les larcins, c'est-à-dire les petits vols, sont un karma que vous accumulez. Et
Et puis, vous volez à l'école, vous volez à l'école. Il y a des parents aujourd'hui, quand on lui dit que son enfant a volé, vous vous rendez compte qu'il n'est pas très fâché. Parce que son cœur le juge. Moi, c'est quand on me dit que mon enfant est dans une affaire de femme que je ne suis pas trop fâché. Parce que... Merci. Merci bien. Parce que là-bas, ça donne une médaille. Alors, Bernardo Basson, on a donné quelques pistes de solutions à ce que devrait faire la dame pour éviter ce genre de vol. Votre réaction? Pardonnez-moi, mais je ne serai pas objectif. Je ne serai pas objectif. Comme pour nous tous, parfois la vie a des couleurs pas toujours claires. Quand je faisais seconde, mon petit frère était en 5e, la vie était particulièrement difficile, on était à Douala. On devait faire parfois du petit commerce pour s'en sortir. Mon petit frère vendait les arachides et moi je vendais le sable. Et mon petit frère un jour est allé vendre des arachides et des aînés du quartier ont trempé la main dans son plateau. Ils ont pris une très grande quantité. Il est rentré en pleurant. Il est venu me dire, j'ai essayé d'aller le défendre. C'était 3 aînés. Vous imaginez la suite. Ils nous ont copieusement bastonné, c'est-à-dire vraiment avoir mangé vos ils ont pris pratiquement 3/4 de son plateau d'arachide. On est allé essayer de faire la force parce que je défendais mon frère. Vous l'aurez compris, ils nous ont parfaitement tapé. C'était du côté de PK10 à Douala. Toi, tu as l'air que tu es fort. Ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas fort à l'époque. Mais il fallait quand même montrer. Oui, il fallait protéger son frère. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les choses ont drastiquement changé, même dans le sens de la force physique. Ça, il faut le dire. Mais je préfère mettre ça à côté. Ce qui fait que je me suis dit à ce moment-là 2 choses. La première, d'ici quelques années, je n'aurai plus des considérations liées à l'arachide. Et la seconde, c'est que ces gens vont payer. Je n'ai pas gardé de la rancune. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'arachide, c'est très très loin derrière, en toute humilité. Ce que les humains n'aiment pas beaucoup, et quand je comprends cette maman, c'est qu'on banalise leurs efforts. Parfois, c'est beaucoup d'efforts quand la vie est dure pour faire un petit commerce. Et quand des gens arrivent et banalisent vos efforts, c'est particulièrement blessant. C'est pourquoi je la comprends. Je lui ai également dit qu'elle souffre de ce que, dans les nouveaux quartiers, les habitudes prennent du temps pour s'installer. Dans un nouveau quartier, on ne vous connaît pas et il y a un comportement que les jeunes développent. Avec vous, avec le temps, ça prendra corps. Ils vont finir par s'habituer à vous, ils vont vous protéger. Mais à un moment donné, au début de l'histoire, ça peut commencer de manière douloureuse. Je lui ai dit comme si je lui ai dit, c'est-à-dire, tisse 2-3 amitiés, prends des garçons grands au quartier, donne-leur souvent des beignets, donne-leur souvent 200, demande-leur de t'aider à porter tes seaux ou tes Bernardo, si elle fait ça, le tour est joué. Quand tu viens et quand tu pars, je lui ai également reproché le fait d'être avare, parce que je lui ai dit généralement, l'avarice a des conséquences, et l'une des conséquences c'est qu'on est exposé à certaines personnes. On ne donne pas toujours parce qu'on veut, mais parce que parfois ça nous protège aussi. Donc je pense qu'elle m'a bien compris, mais je voudrais quand même dire aux parents de veiller sur les enfants pour que beaucoup, c'est vrai il y a de mauvais enfants par nature, mais pour que beaucoup ne traversent pas pour devenir ce genre d'enfant. Très bien. Parce qu'à l'issue, aujourd'hui, parfait à l'issue, je vous promets que si je croise un enfant qui vole dans le plateau d'un autre, j'ai un ami à Douala qui avait également, avec qui je m'étais vraiment chamaillé parce que un voisin avait pris l'arachide du plateau d'un enfant. On s'est chamaillé, il m'a demandé mais pourquoi il n'a fait que prendre l'arachide. En fait, il n'avait pas compris que j'avais gardé encore la... Non, ce n'est pas que prendre l'arachide, c'est un voleur. Et après, je me suis calmé. Aujourd'hui, si je trouve un maman Antoinette qui fait ça, c'est-à-dire, il faut qu'il soit en gagne. C'est-à-dire, si je trouve un qui fait ça, il faut qu'il soit gagne. Si c'est un gagne, tu laisses. Non, je vais le battre. Alors, on va lire quelques messages avant que Basson aille battre les voleurs. Bonjour le maestro du micro. Pardonnez ma bêtise, mais je veux savoir, est-ce que dans un pays sérieux, le gouvernement ne se doit-il pas de communiquer pour rassurer le peuple? Affaire Bobda, l'augmentation du gasoil, l'essence, le scandale de TV5, jusque-là, aucune communication gouvernementale. Mais de quoi s'agit-il au juste dans ce pays? Autre préoccupation, bonjour Perfecto et à tout ton panel. Bernardo, je me souviens qu'hier, tu nous as promis de parler de quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En tout cas, je comprends que tu veux voir tes enfants grandir.
Je pense qu'il va faire allusion aux influenceuses. Non, je vais en parler. Qu'ils restent tranquilles. Non, les influenceuses ne sont pas assez fortes pour le moment pour m'intimider. Concernant la dénonciation, ce sont des petits voyous qui restent toujours autour de ces mamans qui volent souvent des beignets. Tout ça, c'est parce que les parents ont démissionné de leur fonction qui est celle de bien éduquer et de veiller sur leurs enfants. Blériot, tu as vraiment grandi en Vogada. Que le retour a fait quoi? C'est Pancras de Guidère. Autre message ce jour. Bonjour parfait, j'aimerais savoir ce que ton consultant pense des deux événements d'hier, à savoir le revenant de Bonabéry et la seconde démission des taux de la FECAFOOT. Donc FAC depuis Tchang. Rapidement. Je dis rapidement quelque chose. Quand nous sommes arrivés sur ce plateau, Parfait nous a annoncé qu'il a démissionné comme modérateur. Et que nous devions aussi démissionner, moi comme consultant et Bernardo comme invité permanent. Nous avons supplié Parfait de ne pas démissionner comme modérateur. Et nous-mêmes, nous avons décidé de ne pas démissionner, moi comme consultant, lui comme invité permanent. Et donc, jusqu'à présent, pendant que Parfait est présent, là, nous sommes en train de le supplier. Parfait. Si tu démissionnes, c'est fini. Les démissions. Nous mourrons avec toi. Nous sommes de bons voyous. C'est sur Espace Miné que je me suis découvert être le sucre national. Donc si tu démissionnes là, voilà. Tu deviens quoi? Vraiment. Regarde comment nous sommes bien malheureux. Tout le sucre. Est-ce que Parfait peut démissionner? Non, mais voilà. Et donc voilà, Parfait, s'il te plaît, ne démissionne pas. Si tu démissionnes, nous sommes morts. On lit un autre message rapidement. Je vais mourir de rire ici un jour. Bonjour le perfecto, fan de toi. Bizarrement, le gasoil coûte plus cher au Cameroun qu'au Canada. Vraiment, où allons-nous? C'est Martial Ateba depuis Nkwaban, 1,26 litres au Canada contre 1,84 au Cameroun en dollars canadiens. Autre message ce jour, très rapidement, nous partons au plus 33, c'est la France. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération, qui règne en grand maître sur les petits bobdas de la modération. Pourquoi vous faites ça? Concernant la dénonciation, je pense que les jeunes sont à l'image du Cameroun, parfait. Je le dis car le Cameroun est très étrange. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le seul pays au monde où les étudiants remplacent souvent le sable dans les camions pour aller dans les campus parce qu'il n'y a pas les routes. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, les diplômés cherchent tellement le travail au point où leur travail, c'est chercher le travail. Le 237 est le seul pays où aux voleurs volent les bandits. On va dire quoi et laisser quoi? Disons que pour conclure, je dirais que quelqu'un qui a la diarrhée ne peut jamais dire qu'il a peur de la nuit. Stéphane de Paname. Et qui est Stéphane. Autre message très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est monsieur Mendoua, depuis Douala. Je pense que monsieur Eto'o s'est trompé, aveuglement les yeux ouverts, qu'il n'embrouille pas l'opinion nationale, voire internationale, pour qu'il soit critique et accuse qu'il s'approche de monsieur Sonri Goubert, lui demandant de démissionner. Non, pas d'embarquer tout le comité de la FECAFOOT. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à ton riche panel concernant le débat. Sûrement cette maman n'est pas du quartier. Ce qu'elle doit faire, elle doit payer sa tête, comme on dit souvent vulgairement au quartier. Donc donner un peu le choco aux enfants là, comme pour payer la protection de son business. C'est Mandafis qui envoie le message. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Cherchons un peu les messages qui viennent de l'étranger. Alors, je tombe sur le plus 33, c'est la France. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, l'éloquence de la modération. Jean-Bruno Tagne avait fait quoi? Avait été avant-gardiste, car Eto'o est un
vrai marmailleur, un féman. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Il veut faire croire au Cameroun et aux Camerounais qu'il a déposé sa démission hier. Et c'est son soi-disant comité exécutif qui est à ses ordres qui l'a dissuadé. J'aime votre émission car vous dénoncez ces agissements de roi à la tête de la FECAFOOT. Depuis, et il ne cesse de montrer ses limites. Il a vraiment des conseillers blagueurs. Autre préoccupation ce jour très rapidement. Qu'est-ce qu'on dit ici? Alors, bon, ça c'est un message apparemment personnel, hein, de Dr Showalter. Dr Showalter. Il est très violent, hein. Docteur Showalter. Alors, nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto, le bataillon du modérateur. Pour la dénonciation, la maman qui vend les beignets doit s'approcher de deux gars qui sont des chefs terres du quartier. Pardon. Et parler avec eux. J'ai vécu la même chose quand je me suis installé dans un quartier dit Bilonguet à Douala. J'avais des problèmes tous les jours jusqu'à ce que je m'approche de deux caïds qu'on appelle les têtes dures du quartier pour négocier avec eux. Et depuis ce jour, ils m'ont dit que je viens de recevoir mon baptême et que je peux partir en paix. La maman doit payer le baptême à deux têtes dures du quartier et elle sera protégée. Pour chuter Perfecto, s'il te plaît, permets-moi de dire un mot à nos soi-disant femmes féministes qui combattent l'incision et certaines traditions africaines et qu'elles jugent de moyenâgeuses. Elles combattent l'incision des femmes, mais en même temps, elles encouragent les chirurgies esthétiques qui transforment les hommes en femmes et les femmes en hommes. Actuellement, il y a des milliers de transgenres en Afrique qui ont transformé leur Dagobert en Jessica. Et certaines femmes ont transformé leur Jessica en Dagobert. J'avoue que je comprends rien de ces expressions. Aujourd'hui, dans certains pays en Afrique, tu peux croiser une femme, tu la côtoies et lui donnes rendez-vous, pourtant c'est un homme. Ceci est pire que l'excision que nos ancêtres pratiquaient. Où sont nos féministes pour parler de cela? Elles sont fortes pour montrer leurs muscles sur nos traditions. Plus le temps passe, plus ils réalisent que nos ancêtres étaient des prophètes et ils avaient une grande vision du monde. Non, Non, c'est contextuel. Allez-y. On ne peut pas laisser passer ça. Vraiment, on ne peut pas laisser passer ça. Je ne parle pas en tant que féministe, je parle en tant que femme qui connaît sa physiologie. Et je ne peux pas accepter qu'il, lui non plus, sa petite fille, on commence à exciser les filles à partir de 9 ans. Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec la transformation esthétique? C'est de 9 ans à 15 ans. Quelle est la décision qu'une petite fille de 9 ans à 15 ans peut avoir? Non, il ne faut pas faire la confusion. Ça, c'est un mélange de genres. Il faut faire le distinguo entre cette souffrance que vivent les petites filles et cette transformation volontaire que subissent les adultes. Maman, on ne peut pas faire la même chose. Il y a une frange de personnes qui rangent sous le coup de la culture certaines pratiques égoïstes et perverses. Tout à fait. Fondamentalement, l'excision ne postule pas ou ne relève pas d'une pratique culturelle établie et qui a des fondements cohérents. Exactement. L'idée est de préserver la femme de la débauche. Très bien. Mais dans les faits, culturellement parlant, il n'existe aucune arcane particulière qui traite de l'excision. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous avez rendez-vous avec la mort de l'audience en télévision. À tout de suite pour la suite. Prêt à rugir? Avec Canal+, on donne tout pour la CAN. Tous les matchs, tous les experts, 24 heures sur 24, seulement sur la chaîne Canal+ CAN. Pour en profiter, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Et l'installation est offerte. Et si vous êtes déjà abonné, bénéficiez de tout Canal+ offert pendant 15 jours en vous réabonnant à votre formule. Rendez-vous dans tous les points de vente Canal+ et rugissez avec le continent sur la chaîne Canal+ CAN.
AGL, partenaire logistique du football africain. Comment as-tu trouvé la leçon d'anglais de tout à l'heure? L'anglais, c'est ma bête noire cette langue-là. Mais non, il faut juste être attentif en cas de faire des recherches à la maison. Pourquoi ma camarade noire es-tu fâchée? He is sad because he is unable to communicate with full language of Cameroon. But no, just pay attention in class and do a lot of research at home. C'est ce que ma camarade Michel me l'a dit. Je vais suivre vos conseils dès maintenant. Together we have to say yes to bilingualism in the bilingual school group Saint Christophe. Bienvenue dans l'univers du supermarché Drink Center. Drink Center, ce sont vos boissons alcoolisées, non alcoolisées, liqueurs, champagne, vin et spiritueux, bière, eau et jus venus des 4 coins du monde pour le palais des connaisseurs. À Drink Center, nous mettons un accent sur la qualité de nos produits et le conseil de nos clients qui confirment notre différence. Situé à 100 mètres du carrefour Intendance, en allant vers Iligesono et à Issos, entre la boîte de nuit Sun City et le Diapason, en face de l'agence de voyage Bluebird, Drink Center s'évertue à égayer vos papilles gustatives, quel que soit l'événement. Inforisa 670 43 33 31 699 48 20 71. Drink Center, acheter l'esprit libre. Nous parlons encore ce matin de ces augmentations au Cameroun. Pratiquement tout augmente. Hier encore, nous avons eu l'information selon laquelle même Eneo a également augmenté ses prix de 5 à 10%. Ce matin, nous nous posons la question de savoir de qui se moque-t-on. Je vais commencer par passer la parole à Bernard Owona, tout en disant, Bernard, pour le cas Info TV, il faut dire que notre générateur est en panne depuis hier parce que l'essentiel de notre temps, pratiquement 20 jours sur 30, nous sommes en mode générateur, ce qu'on appelle vulgairement groupe électrogène. Finalement, le groupe électrogène d'Info TV a lâché à cause des néos. Donc si de temps en temps vous allez donc voir qu'il n'y aura pas des images, sachez que le groupe électrogène a lâché. Et Neo augmente également les prix. Votre regard? Je suis, comme tout bon Camerounais aujourd'hui, totalement dépassé par les événements. Je pense que ce que vit Info TV, c'est ce que vivent l'ensemble des Camerounais, consommateurs de cette énergie. J'avoue que depuis le début du mois de janvier, parce que un peu avant les fêtes, il y a eu un semblant d'accord entre Eneo et le gouvernement du Cameroun. Le gouvernement avait pris l'engagement de payer une bonne partie de la dette qu'il doit à cette entreprise Eneo. Ça, c'est indépendamment des tractations pour le rachat des parts de cette entreprise. Alors, nous avons fêté un peu avec la lumière. Et ça a été tout simplement un leurre parce que les gens ont cru qu'on est sorti de l'auberge. Malheureusement, depuis le début de l'année, Eneo nous a annoncé que l'État lui devait 680 milliards, quelque chose de ce genre. Je pense qu'au début, c'était 300 milliards. Oui, et puis les montants en milliards, c'est compliqué, mais en réalité, on ne comprend rien. Et Eneo a repris un délestage violent. C'est même quand on a la lumière aujourd'hui qu'on est surpris. Ah bon? Oui, quand on a la lumière dans nos maisons, on est surpris. Moi,
J'ai déjà Dans le principe, maintenant, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité totale. La lumière est l'exception. Non, c'est l'exception. C'est quand vous avez la lumière aujourd'hui que vous pouvez même sauter et crier de joie. Je suis à Oboboro ici. Je fais pratiquement 2 jours. Hein. On coupe à 7 h du matin. Ça revient à 16 h. On coupe encore à 19 h. Ça revient à 23 h. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous ne pouvez même rien faire du tout. Je ne parle plus des congélateurs et autres. C'est quand même assez difficile, c'est déplorable parce que ça arrive aussi au moment où l'État vient d'augmenter encore le prix du carburant et toutes les autres difficultés qu'on ne peut plus égrener ici, c'est difficile. C'est difficile. Le Cameroun est en train de traverser une période assez compliquée et je pense que si les dirigeants, nos dirigeants nous suivent, j'espère, je sais bien qu'il y en a qui nous suivent souvent, il faut bien qu'ils prennent en compte que le peuple commence à se fatiguer, ça commence à faire très mal maintenant. Quelque chose m'ennuie, si je peux faire une petite parenthèse sur le carburant. Oui, ce sont donc même des sujets liés. Hein? Oui, ce sont des sujets liés. Quelque chose m'ennuie parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas de quoi il s'agit. Vous savez qu'on a eu un problème Glencore. Ouais. A eu un problème Glencore. Qui n'a jamais connu suite. Ici chez nous. Ailleurs, Glencore a avoué. Oui, Glencore a avoué au Nigeria et ailleurs. Et puis, ils ont été amendés en milliards, beaucoup de milliards. Ici, on parle quand même d'une affaire de 7 milliards. Ici, les gens n'ont rien avoué, donc rien ne pouvait être lavé comme ça. Donc, ils n'ont rien avoué, ni Glencore, ni les personnes qui dirigent certaines sociétés qu'on a identifiées. Alors, Glencore nous a fait ça. Et vous ne pouvez pas imaginer que c'est Glencore qui achète notre brut. C'est le même Glencore qui achète notre brut. Le fameux Glencore. Et achète ça à 70% moins cher que les prix pratiqués à l'international. Il faut bien comprendre que nous, on produit le brut. Hein? C'est notre brut produit par la SNH qui est vendu par Glencore. Et une autre société là dont j'oublie le nom. Et ce Glencore achète notre brut à 70% moins cher, pratiquement en cadeau. Ça veut dire que si nous-mêmes, on vendait normalement notre brut, on n'aurait pas eu à aller jusqu'à ça. Alors, pourquoi nous-mêmes, nous ne pourrons pas vendre notre brut? C'est mystique? Non, vous avez dit que vous avez libéralisé. Lorsque vous libéralisez, d'ailleurs même ceux qui n'ont pas fait de grandes études en économie savent que quand vous avez libéralisé, ça veut dire que si le litre de pétrole coûte 300 francs au Venezuela et que ça coûte 500 au Nigeria, quelqu'un, on lance un avis d'appel d'offres. Moi, je peux aller acheter au Venezuela. Et quand je vais au Venezuela, je mets tous les coûts, toutes les charges dedans. Et puis, je reviens donc, et l'État du Cameroun dit que voici donc le rôle de la CSPH, caisse de stabilisation. Le prix des hydrocarbures. Voilà. Donc, vous aurez votre bénéfice, mais vous ne pouvez pas dépasser le seuil de 600, par exemple. Quand vous dites que vous avez libéralisé, on enlève d'abord la gestion de ce carburant au ministre de l'eau. Vous ne voyez pas que c'est suspect, c'est déjà compliqué. Il ne voit pas, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, les personnes qui décident de qui achète le carburant, c'est les personnes-là qui tuent le Cameroun. Et c'est là qu'il y a le problème. Il faut donc que le président de la République prenne ses responsabilités. Et moi, je le dis comme ça parce que beaucoup de gens ne savent même pas dans quelle sauce nous sommes en train d'être mangés. Et quand vous voyez ce que disait le feu docteur Ateba Yenes sur le Cameroun qui est une mafia, c'est d'actualité. C'est une affaire qui est d'actualité. C'est-à-dire qu'il parle comme s'il savait que ça allait se produire aujourd'hui, en 2024. C'est inimaginable. Je vous dis, allez demander ce que Glencore vient encore faire au Cameroun pour prendre notre carburant, notre brut. Attends un peu. Après le scandale qui avait été... oui, après le scandale de corruption. Il faut bien dire les choses. Le scandale de corruption qui avait été relevé en nos visions. Tout à fait. Sur certains pays, y compris le Cameroun. Effectivement. Vous dites qu'on a continué à traiter avec Glencore là. Je confirme que monsieur Maître Akiremou n'en est pas un enfant de cœur. Ce n'est même pas un comédien. Non, c'est pas un comédien ou un acteur de film. C'est un monsieur sérieux. Et il s'est engagé à faire la lumière sur cette affaire Glencore. Il suit ça de bout en bout. Il a la chance que ses enfants ont grandi. Oui. Et c'est lui qui donne les détails là.
tous ces détails, personne ne pouvait imaginer qu'on pourrait avoir des détails comme ça. Merci. Je dis, retiens que 70%, Glencore achète notre brut 70% moins cher que ce qu'on achète sur le marché international. Allez donc savoir ce qui se trame en bas. C'est les Camerounais qui gèrent. Madame Antoinette Ekwan, c'est vrai que Bernard Owona l'a relevé. On parle de Eneo ce matin, mais les sujets sont liés, hein, y compris également cette affaire d'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe au Cameroun. Alors, parlant justement des NEO, nous avons suivi par un certain nombre de circuits informationnels que l'entreprise s'apprêtait à partir du Cameroun, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut expliquer que NEO est toujours là et parce qu'il y a des augmentations des prix, NEO ne part plus? Je vais répondre en deux temps. Là, et je vais lier Glencore et Eneo qui sont derrière. Qui sont derrière? Parce que ce sont des entreprises étrangères. Non, parfait. Il ne faut pas être naïf. Ah bon? Ce sont les mêmes décideurs qui tirent les ficelles d'Eneo et de Glencore. Comment voulez-vous qu'ils partent? Puisque je me nourris. Quand le système se nourrit de Glencore et de Neo, pourquoi voulez-vous qu'ils partent? Donc, c'est la population qui est flouée à tous les coups. Oh, parce que, expliquez-moi, nous disons, il venait de dire, nous sommes dans une économie libérale. Mais pourquoi ne pas ouvrir la concurrence? Tout à fait. Pourquoi ne pas ouvrir la concurrence à Eneo? Eneo augmente le prix de quoi? De l'obscurité? On augmente le prix de l'obscurité? Non. Et ces personnes, et même j'ai vu quelque part le premier responsable en train de faire le discours et que la lumière était partie. Vous souvenez de ça? Oui. Mais ça n'a rien dit à personne, ça continue de rester. Pourquoi? Parce qu'on sait que en réalité, c'est que ce soit les responsables des Néo, que ce soit les responsables de Glencore, c'est des paravents. Les véritables personnes qui profitent de ça, qui se nourrissent de ça, ce sont les décideurs. Et donc, que ce soit Eneo, que ce soit Glencore, nous ne sortirons pas de l'ornière tant qu'il n'y a pas une volonté politique de prendre les populations au sérieux. Et comme il n'y aura pas de volonté, il n'y a pas de volonté politique de se préoccuper de la situation de nos populations. Nous voilà, aujourd'hui, on augmente. Et on va dire, mais ils vont augmenter. Et puis quoi? Puisque nous sommes dans le pays de... On va faire comment? Mais je dis, parfait. On taxe les Camerounais de laxistes, de peureux, de ceci. Oui, je disais en d'autres temps que personne n'avait vu venir le lac Nyos. C'est un très beau lac, très calme. Mais le jour où le lac Nyos a décidé... On a eu des milliers de morts. On a eu des milliers de morts. Nous attirons simplement, moi je parle en tant que syndicaliste, nous attirons simplement l'attention de ceux qui décident, de ceux qui se nourrissent de la pauvreté, de la misère des Camerounais, qu'à un moment, le Cameroun risque de se réveiller. Le Camerounais risque de se réveiller. Et cela, il ne faut pas continuer à être vraiment naïf. Ce qui se passe, je peux dire, c'est un coup d'État contre la population camerounaise. C'est-à-dire qu'on prend la population camerounaise pour des moutons de Panurge. Et je vous assure, ça risquerait de s'arrêter. Peut-être que vous lisez dans une boule de cristal. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la société Eneo, qui ne donne pas normalement de l'électricité au Cameroun, aux Camerounais, et ceci depuis des années. La société Eneo qui brille par des surfacturations terribles au niveau de nos ménages. Vous êtes habitué à payer par exemple entre 5 000 et 10 000 francs. Un beau matin, la facture vient à 125 000. Oui. Vous voulez comprendre de quoi il est question. Exactement. On vous dit à Eneo, payez d'abord.
On va voir cela après. Et c'est cette même société, Eneo, en beau matin, alors qu'on vient d'augmenter les prix des carburants à la pompe, 2-3 jours après, qui vous dit également qu'elle aussi a déjà augmenté ses prix. La question de savoir de qui se moque-t-on n'a pas tout son sens? Non, j'ai la chance d'appartenir ou d'espionner des gens qui appartiennent aux loges. Ah bon? Donc, il y a eu... Tu espionnes. Oui, J'espère que tes amis en comprennent. Hein? Oui, il y a eu des réunions dans les loges récemment. Ah bon? Et d'ailleurs, il faut comprendre, je plante le décor. MTN, c'est une société camerounaise à visage sud-africain. Orange Cameroun est une société camerounaise à visage français. Eneo est une société camerounaise. Toutes ces sociétés... Comment ça? Oui, oui. Ouais. C'est pour cela qu'elle a demandé. Toutes ces sociétés sont des sociétés camerounaises. Ils se sont donc partagés dans les loges, je vous disais donc, comme je les espionnais, ils ont partagé le Cameroun et il y a une loi de l'honneur, elle ne vient pas gâter l'affaire de l'autre. En fait, les gars veulent faire partie Paul Biya de force. Mais Paul Biya les a eus parce que lui, il a pris le soin de nous donner des médicaments qui nous ont endormis. Donc, depuis lors, ce qui se passe, c'est qu'ils font des choses pour qu'on se révolte et les médicaments de Paul Biya nous aident. Nous, on ne se réveille pas. Non, on est là. Donc, on ne peut pas couper la lumière dans un pays normal comme on coupe la lumière au Cameroun. Pas ici, c'est impossible. Impossible. Parce que même les militaires, les gendarmes, tout le monde est dépassé. Vous ne pouvez même pas voir les gendarmes et les militaires dire qu'on s'en va à Eneo parce que Eneo n'appartient pas à Eneo. Vous voyez un peu. Tout le monde est dépassé. Aujourd'hui, quand vous regardez le Camerounais normal, il est obligé d'aller faire des achats au quotidien. Donc de payer le transport pour manger au quotidien. Toutes les denrées périssables sont gâtées. Vous n'avez même pas d'argent pour renouveler ces denrées. Pour prendre la moto, le gars de la moto a triplé. Donc, ils ont même vu les mototaximans. Vous avez vu un journal qui a dit que les mototaximans sont d'accord avec Paul Biya, non? Et qu'ils sont contents. Donc là, les mototaximans félicitent Paul Biya pour l'augmentation des prix du carburant. Oui, je vous l'avais dit hier, les mototaximans sont d'accord. Parce qu'en fait, on a augmenté de 110 francs l'essence, eux ils ont doublé le prix de la moto et ils ont doublé les bâchements. Oui. Et personne n'a le droit de se plaindre. On est donc déjà dans cette affaire. Oui. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. Hein. Et nous avons mis à 10%, il y a des taxes qui s'ajoutent. Donc pour vos factures, attendez-vous. Mais à côté de ça, dans tous les secteurs, dès le début du mois de mars, vous allez voir. Si quelqu'un n'a pas son salaire doublé, il ne pourra plus maintenir le rythme qu'il avait avant. On va nous serrer parce qu'en fait, les logiques occidentales dans lesquelles ces gens sont plongés, dans les lots desquels ces gens sont plongés, leur on dit que bon, comme vous n'arrivez pas à trouver la solution de Biya, poussez ce peuple à bout. Donc c'est qu'ils descendent dans les rues. Oui, c'est clair. Faut pousser les gens à bout. Les Camerounais, à un moment donné, ne vont même pas descendre dans la rue, ils vont tomber. Parce que les gens auront faim, incapables de marcher. Les gens n'iront pas au travail pas parce qu'ils seront en grève, mais parce qu'ils n'ont pas mangé. Donc les gens vont tomber, il y aura les cadavres, il y aura les gens dans les rues, partout. Observez ce qui se passe depuis l'augmentation des carburants. Quand vous allez devant les pompes, vous voyez qu'il y a très peu de voitures qui sont là. Mais attends, on ne peut pas vous dire. Désormais, on va compter les voitures personnelles qui pourront rouler. Ça, c'est la réalité. Mais comme ça ne va pas suffire, on va encore pousser ici et là. Et Néo, lui, ce n'est pas un problème. Et je vais sortir par une chose. L'argent que l'État rembourse à Eneo, c'est des Camerounais qui prenaient cet argent. Ah bon? Des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Après, on dit que c'est Eneo qu'on a. Mais Eneo, c'est le qui? Je vous ai d'abord dit que Eneo est Camerounais. C'est des Camerounais. Il y a donc ces Camerounais sont en train d'exciter pour le paiement d'une dernière facture avant le départ, parce que le plan là a échoué. Il y a une autre équipe qui est en train de fabriquer une autre société qui va revenir, qui va venir. L'État, ce qui reste d'État, a dit que lui ne donne plus d'argent à Eneo.
Ils ne donnent plus de facilités à Eneo parce qu'il faut savoir que certaines centrales de Eneo ont besoin de carburant. On ne lui donne plus ce carburant. Donc, la décision aussi des Camerounais de Eneo de remonter. Non. De couper la lumière systématiquement sans aucune explication. Exactement. Donc, en fait, c'est deux clans qui sont en train de se battre. Le camp Eneo camerounais a dit que nous aussi on coupe. Maintenant, on coupe même dans les centres-villes, dans les ministères, dans les commissariats. Vous arrivez dans un grand commissariat. D'ailleurs, quand vous allez dans les commissariats aujourd'hui, on ne fait plus les auditions. Parce que pendant qu'on est en train de faire l'audition, on coupe. C'est les Camerounais qui coupent. L'audition s'arrête. On redonne donc les policiers n'ont plus de travail, ils ne peuvent plus travailler. Personne ne peut plus travailler. Ils ont dit qu'ils vont voir. Vous ne payez pas mes factures, n'est-ce pas? Moi, j'ai payé vos factures de Glencore et tout ça. Vous ne voulez pas. Donc, ils sont en train d'asphyxier le pays. Mais Blérou, excuse-moi, mais Blérou, il faut faire attention à Antoine. un chien que tu affames. Un Non, chien affamé. non, nous n'allons rien faire. Il y a des médicaments. Pas dit ça. Non, je vous ai dit que Madame Ekwan. Il y a des chiens qui sont actuellement, ce qui va arriver à ce chien-là, j'ai le chien de mon voisin qui est mort. Ces chiens vont seulement mourir. Puisque le chien aura faim. Voilà. Alors, Bernardo Basson, après avoir suivi cette longue intervention de Blériot, en Afro-Do, on se pose la question de savoir c'est quoi l'avenir de ces pays. Je pense que la réponse est claire. L'augmentation qui est affichée par Eneo ne concerne pas directement les ménages. Elle concerne des entreprises, c'est-à-dire celles qui consomment l'énergie à partir d'une certaine quantité. Pourquoi vous voyez entre 0 et 3, je crois ça, mégawatts ou un truc comme ça. Donc, c'est réparti de telle sorte que, puisque les ménages en consomment beaucoup moins, leur ajustement se fera. C'est un projet chez Eneo, mais les entreprises sont les principales visées par l'augmentation actuelle. Mais, vous l'avez bien dit, c'est la suite de ce qui se passe avec le carburant. Pourquoi ? Tout cela rentre dans ce que les bailleurs de fonds ont demandé au gouvernement camerounais d'alléger la dépense. Et donc le gouvernement a choisi officiellement de laisser chaque secteur procéder à une augmentation pour s'alléger la subvention. Parce que d'après ce qui ressort des dirigeants d'Eneo, la production d'un kilowatt pour un ménage est de 200 francs CFA. Mais le ménage paye environ 50 francs CFA. Et donc 150 francs sont supportés par le gouvernement camerounais. Ce qui a poussé ces gens à dire que entre 2012 et 2022, le gouvernement camerounais a subventionné l'énergie à hauteur de 300 milliards de francs CFA. Justement sur ces poches-là. C'est ce qui est officiellement dit. Sauf que jusque-là, en permettant à Eneo... De plus en plus, Bernardo, est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer à prendre ces chiffres de subvention avec beaucoup de pincettes? C'est vous qui croyez qu'il y a une réelle subvention. C'est juste des personnes qui sont en train de donner ces chiffres. Et tu fais la communication. Non. Tu fais la communication. Sauf que dans les faits, ce sont des amis. Est-ce qu'une chose qui est officielle est forcément vraie? Non. Voilà. Ce sont des amis qui se partagent leur business. Exactement. Le problème ici est déplacé. Pourquoi? Lorsque Eneo pactise avec le Cameroun, Eneo a la responsabilité de construire le barrage de Naktigal. Qu'ils n'ont jamais construit. C'est la charge d'Eneo, pas du gouvernement camerounais. Mais comme ce sont les Camerounais qui sont derrière, ils ont organisé la mafia pour que l'argent du barrage sorte et qu'ils se répartissent cela encore. Comme d'habitude. Ce qui fait que pour Eneo, l'augmentation qui est faite et que le gouvernement considère comme légitime, motif pris de ce qu'il doit lever la main sur certaines subventions, n'est qu'une solution cosmétique. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut faire, c'est doper le secteur de l'électricité en l'inscrivant dans un système de compétition. Utiliser des systèmes d'éclairage régionaux. Chaque région devait avoir ce système d'électrification en fonction de son climat, de sa géographie, de son bassin hydrographique, etc. Donc, ça ne devrait pas être que c'est Yaoundé qui décide que barrage ici, barrage là-bas, barrage. Chaque région définit que bon, on a plus de soleil ici, on peut davantage miser sur le solaire et moins sur l'hydraulique. Ici, parfait, ici, si je vous dis
ce qui ressort des ingénieurs qui travaillent sur la plateforme de Nachtigal, vous allez mettre les mains sur la tête. Où on vous dit là-bas qu'il y a eu des erreurs. Oui. C'est-à-dire, vous êtes choqués. J'ai un frère qui travaille dans la barrage Nachtigal. À rattraper en milliards. Oui, c'est-à-dire, quand il m'a expliqué ça l'autre jour, je lui ai dit, mon frère, tu es sérieux? Oui. Je ne le dirai pas à la télé. C'est pour dire que parfois, ici, ce que Eneo fait, c'est que le gouvernement laisse. Parce que ce sont des amis. Quand il y a eu des qui se erreurs, c'est le partagent. Cameroun qui doit payer. Oui. C'est le Cameroun qui a commis des erreurs. Oui. Il y a une entreprise camerounaise qui construit des barrages. Eneo est quoi? Les grandes entreprises qu'on prend. Mais on dit que Eneo est étrangère. Même les champions sont réalisés. Vous faites un appel d'offres à Info TV. Oui. Vous dites que vous voulez que quelqu'un achète des caméras à 10 millions. On sort le budget de 10 millions. Vous remettez à la personne là 3 millions. Quand il y a les erreurs sur les caméras, vous appelez la personne là. C'est bien dit que vous lui avez donné 3 millions. Vous avez fait comment? Vous commencez à chercher comment réparer les caméras. Alors, on va lire quelques messages une fois de plus. Salut au modérateur le plus emblématique de sa génération et tout son panel. Parfait. Concernant la situation actuelle au Cameroun, augmentation du carburant, Eneo et bien d'autres qui arrivent, le plan est de pousser les Camerounais à descendre dans les rues afin que Biya, vu son âge, lorsqu'il entendra cela, qu'il ait une crise cardiaque ou l'AVC et s'en va. Et ceux qui sont derrière ces manœuvres se positionnent. Ils veulent utiliser le bas peuple. C'est Lionel depuis EDEA. Je pense que cette thèse a été développée tout à l'heure par Blériu. Autre message ce jour. Bonjour à tout le panel. C'est pour vous dire que le Cameroun vient de signer un contrat avec EDF sur la construction du barrage de Kikot. Les travaux vont commencer en 2025. Je suis Monsieur Bola et Étienne depuis Douala. Merci. Vos histoires de construction de barrage là, ça nous sert même encore. Où est la lumière? Où est la lumière? On nous dit que d'autres barrages sont entrés en service et tout et tout. Et justement, mais on n'a même plus de lumière. C'est tellement pertinent que c'est dissonant. C'est au moment où il y a davantage de barrages que nous n'avons plus la lumière. On appelle ça chez nous la sorcellerie. Bonjour, parfait, il y a tout un panel. Parfait, un système politique néocolonial n'a jamais développé un pays. Dans ce genre de système, les pays concernés ont beaucoup de richesses naturelles, mais la population croupit dans la misère. Parce que les dirigeants ont deux missions principales. Servir les grandes puissances et remplir leur ventre uniquement. Il y a de cela 15 ans, Atebe Yene et moi, on nous appelait des fous. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est Hilaire de Niga qui envoie son message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Perfecto, c'est vraiment un festival de l'absurdité. Augmenter les prix du carburant et du transport tout en réduisant l'accès à l'électricité. C'est comme si on vous disait, vous voulez rouler plus cher pour aller nulle part et éclairer votre maison avec des bougies de luxe. La logique de ces décisions est aussi claire qu'un nuage de fumée noire dans le ciel. Vous avez raison de vous demander de qui se moque-t-on vraiment dans cette situation kafkaïenne. Au Sénégal, le président vient de reporter ou annuler presque les élections présidentielles. Les Sénégalais sont dans la rue, font tout pour éviter cela. Et je me demande comment les Camerounais ont fait pour supporter de voir celui qui vous dirige depuis plus de 40 ans. Conclusion, nous avons nous-mêmes choisi notre mort. Perfecto, Monsieur Biya est moralement, politiquement indéfendable et ses ministres disent Biaka Bonal John Tarbo. C'est Loric. Ça veut dire quoi? On fait comme ça, rien ne va faire. On fait souvent comme ça et rien n'arrive. J'ai demandé que vous le disiez dans une autre langue. Parfait, les sociétés minières qui s'installent utiliseront quelle énergie? Voilà. Je n'en sais rien. Elles iront se ravitailler dans les barrages elles-mêmes. Lisons un ou deux derniers messages. Bonjour tonton et toi. Je vais demander à Papa Blériu s'il y a un étroit rapport entre la remise de démission de Samuel au comité exécutif de la fédération et l'annonce de l'augmentation des prix des hydrocarbures et de l'électricité. C'est Vegas à quoi?
Personne n'est sérieux au Cameroun. Personne. Blaireau, tu ne réponds pas? Qu'est-ce qu'il veut répondre? Qu'est-ce que Blaireau? Personne n'est sérieux. Si je lui réponds, ils vont encore souffrir. Bon, en fait, c'est un festival de voyous. Vous voyez, c'est les voyous. Les comités que vous entendez là, voilà un comité de voyous qui avait brûlé quelqu'un qui était en prison. Tu as entendu alors? Moi, quand je suis tranquille, c'est des voyous. Bonjour au sac de modérateurs et à tout un panel, que c'est beau de vous retrouver ce matin. Parfait, ici, comment comprendre que le Cameroun, qui a les meilleures ressources humaines du monde, est dans les mains des gens médiocres, malhonnêtes et des bandits. C'est un peu l'exemple de Lucifer, avec une poignée de personnes qui décident de diriger le paradis. C'est ce qui se passe dans notre pays. Vraiment, ce régime n'a plus rien à vous prouver. Ces gens ne sont pas loin de ce que Bob a fait. Aïe. Pourquoi tu es comme ça? Vous voulez comparer ce régime à Bobda? C'est dangereux ça. Non, c'est excessif. C'est un enfant du régime. Bernard Owona, il nous reste une poignée de minutes. Je voudrais qu'on puisse les consacrer. Enfin, faisons un effort à quelques esquisses de solutions. Madame Ekwan me dit que ça ne sert à rien, mais bon, on va quand même remplir notre part de temps. Bon, déjà, que faut-il faire? Je voudrais déjà, c'est toujours bien de donner les informations à nos téléspectateurs. Oui. Le président du conseil d'administration de NEO s'appelle FUDA. Vous comprenez que FUDA, c'est le LGPM. Le LGPM, le secrétaire général des services du Premier ministère. Quand vous avez déjà vu ça, vous comprenez que être PCA à NEO, ça veut dire que le gouvernement est dans un néo. De façon officielle, il n'y a plus rien à expliquer. Bon, je vais vous dire qu'il y a quelques années, des proches du président... C'est aussi le LGPM, la FUDA, qui a signé l'augmentation des prix de carburant. Oui, le Premier ministre. Il signe au nom du gouvernement. Enfin, moi, je ne sais pas non, mais il signe au nom du gouvernement. Dit que c'est le même. Quand les ministres sectoriels vont se concerter avec les syndicalistes, ils finissent, ils font un communiqué, et ce communiqué, donc, on le transmet au service du Premier ministre. Le service du Premier ministre décide donc de ce qui va être consigné dans le communiqué. Ce n'est pas lui qui était également conseiller des affaires économiques. C'est lui. Du président de la République. C'est lui-même. Président. Il est toujours. C'est toujours le même. Il est toujours parce que de temps en temps, le président le reçoit pour un certain nombre de dossiers. Et je dis que je voudrais préciser qu'il est président du conseil d'administration dans au moins 8 sociétés. Hein. Ah bon? Oui, je ne peux pas les énumérer, c'est beaucoup. Donc ça, c'était une parenthèse. Je voulais dire que... Peut-être parce qu'il est particulièrement brillant. Non, il y a trop de brillants au Cameroun. Il n'est pas particulièrement brillant. Tous les Camerounais, ils sont brillants. Je pense que si on donnait un peu de responsabilité à beaucoup de personnes, ces gens-là allaient se concentrer sur un certain nombre de dossiers. Parce que quand c'était genre des services du Premier ministre, si on vous dit le nombre de parapheurs qui entrent par là, qui viennent de tous les ministères, c'est un conteneur de parapheurs quotidiens. Hein. Alors pour travailler tout ça, même si vous avez 50 conseillers et chargés de mission, ce n'est pas évident. Et les dossiers qui entrent là-bas sont parfois des dossiers sous pression, les nominations, les affectations, les agréments, surtout les agréments du riz, du pétrole, agréments du sucre, c'est ça le vrai dossier du Premier ministère. Donc je voulais vous dire qu'il y a quelques années, les proches du président avaient créé une société là, Camerounaise des eaux, qui n'avait jamais existé. La CDE. La CDE. Comment ça n'a jamais existé? Non, ça n'a jamais existé. On allait prendre 4 Marocains qu'on est venu installer ici, on les a habillés. Chacun avait 15 millions pour aller à Kribi chaque vendredi. Attends, vous êtes sérieux, Bernard? Je suis en train de les habiller. Je te dis les choses. C'est la vérité, c'est le Cameroun. Nous sommes une télévision sérieuse, hein? Ben c'est pour ça que je suis là. Parce que je suis sérieux. Et je crois que si je n'étais pas sérieux, vous n'avez pas donné. Donc, je dis, on a pris, et je vais vous dire que cette société, quand le président Biya était au courant, c'était grave. Que ça a été l'entourloupe. Vous avez vu que le ministre qui était en prison est sorti et a été reçu au palais par quelqu'un. Donc des personnes qui étaient concernées, ils étaient maximum 5. Il n'y a que l'ancien DCC qui est mort. Donc c'est des gens qui... Il y a des Camerounais qui sont dangereux pour le Cameroun. Ah bon? Non, les gens se moquent de nous à un niveau... De qui se moque-t-on? Non, de nous. Comme proposition, comme on n'a plus de temps, moi je propose au président, comme c'est l'homme le plus renseigné du Cameroun,
Vraiment que Avec tout ce qui se passe là, vous président- pensez toujours qu'il est l'homme le plus C'est l'homme renseigné? le plus renseigné. Je vous assure que le président est renseigné. Il connaît tout ça. Il est renseigné, mais pourquoi il ne fait Je rien? te confirme même que le président travaille depuis beaucoup d'années avec son fils, au quotidien. Franck Biya. Oui, ce monsieur Franck-Emmanuel Biya va au palais, rentre à 22h. Il travaille avec son fils. Le président a même changé la configuration de son bureau. Donc le président comprend, il connaît tous ces dossiers. Et pourquoi il laisse faire? Je crois qu'il est dans sa logique, le pourrissement. Oh là là, la théorie du chaos là. Voilà. Alors, Madame Ekwan, pour sortir de ce débat, y a-t-il lieu d'espoir ou alors on dit simplement on va faire comment? Non, moi je suis une afro-optimiste. Je JJ pense Guy que, d'Abidjan. oui, je pense que l'être humain a bénéficié du créateur ce que l'animal n'a pas bénéficié, l'intelligence. Et je pense qu'à un moment, cette intelligence va prendre corps et va s'exprimer. Je pense que l'avenir du Cameroun appartient aux Camerounais qui doivent prendre leur destin en main. Parce que on va faire comment? On est toujours là à resigner, à crier, à se plaindre, Non, ce n'est pas le président Paul Biya qui doit résoudre tous les problèmes. Commençons nous-mêmes par prendre nos responsabilités et essayer de résoudre ces problèmes. On doit prendre nos responsabilités en quoi faisant? La première responsabilité, vous la prenez tous les jours, parfait, en dénonçant, en parlant, en informant. Nous ne voulons pas voir nos enfants grandir. Non, si vous voulez, c'est parce que vos enfants vont grandir avec des auras assez positives que vous le faites. Vous travaillez pour la postérité. Vous ne travaillez plus pour vous. Et ce que vous faites n'a pas de prix. Voilà l'une des solutions. Informer les populations. La deuxième chose, sensibiliser. Et que mon destin est entre mes mains. Ce que je peux faire, je le fais. Et ne pas sombrer dans le découragement en se disant, je ne suis pas d'accord avec Blériot quand il dit, tous les Camerounais vont mourir. Non, les Camerounais à un moment vont se lever. Et ça, je suis confiante. Merci beaucoup. C'est sur ces paroles, même ces paroles de prédiction que nous allons tendre à mettre en terme à ce programme. Secondes. Vous avez encore quelle annonce, Bernard? Alors, je voudrais dire que comme votre chaîne Info TV organise des émissions culturelles en langue, tout à l'heure à 14h sur Info TV, il y a une émission culturelle en langue bassa. Et l'entretien va porter sur le baptême vu sous l'angle culturel bassa. Et l'émission C'est vous l'interviewez? Mbombokpi Ngimbuspi est celui qui sera intervenant. Merci beaucoup. Donc, soyez connectés à 14h sur Info TV. De toutes les façons, si il y aura le courant, parce que j'ai annoncé que notre groupe électrogène est tombé en panne hier, parce que nous l'avons déjà surutilisé. Finalement, notre groupe électrogène nous a lâché. Bon, il y a des âmes de bonne volonté qui vont vous appeler pour le groupe, soyez sûrs. S'il y a des âmes de bonne volonté, tant mieux, mais toujours est-il que Eneo vient de faire cela, je vais parler comme au quartier, vient de faire cela dur à Info TV. Merci à Bernard Owona, directeur de publication, La Vitrine, qui était là ce matin. C'est un grand frère dans la presse. Merci également à Antoinette Ekwan, syndicaliste dans l'âme. Merci à Pierre Blérou-Niémé, qui restera mon consultant, et Bernardo Basson, mon invité permanent. Nous avons supplié de ne pas démissionner. Je ne démissionnerai donc pas. Merci. J'ai suivi vos pleurs. Je ne démissionnerai pas. Merci, Président. Président, merci. Le journal de 12h, c'est dans pratiquement 6 à 5 minutes. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?